Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ligue 1 Legends, le dernier de la saison malheureusement, mais on va tâcher d'en profiter à fond pour ces 2 prochaines heures. Hop, excusez-moi. Hop là. Avec moi, toute l'équipe, presque au grand complet. Nico n'est pas là malheureusement, mais il est remplacé par Samy, qui nous a fait grande impression la dernière fois. Comment ça va, Samy? Ça va très bien, ça va être un plaisir et c'est toujours un honneur de participer à cette émission avec vous et on a une très belle saison à décortiquer avec un très grand PSG, en tout cas au niveau des joueurs. Donc, Au niveau des joueurs, sur le papier. Sur le papier, mais sinon ça va être Très grande feuille. Exactement. Max, comment ça va? Bah écoute, tout va bien. C'est vrai qu'en me replongeant dans cette saison-là, je pense qu'on est tombé sur la première que j'ai vraiment suivie quand j'étais petit. Alors je sais pas quel âge on avait, mais moi j'avais une dizaine d'années. Et c'est vrai que tous les noms me sont revenus en pleine tête, tu vois, des Tony Hurtubise, des choses comme ça. On en parlera juste après. Mais effectivement, je pense que c'est la première saison que j'ai vécue de A à Z. Mais c'est ce que nous disait Bouricola aussi sur le chat. Ouais. C'est vraiment l'une des premières saisons où on a tous à peu près commencé à vraiment suivre bien en détail cette Ligue 1. Je sais pas si c'était ton cas également, Adri. Bah écoute, moi j'étais vraiment très jeune. C'était plus la 2001-2002, mais en se replongeant facilement dans une saison comme ça, marquée forcément par le titre de Denouex, ce FC Nantes-là, l'arrivée de Paoletta, on va en parler, le PSG, Sedan. Il y a tellement en fait de visages charismatiques qu'on retrouve dans cette Ligue 1-là. Et on parlera aussi de Frédéric Ney, forcément un incontournable de cette décennie. Ouais. Bon, comme vous l'avez compris, hein, on parlera donc de la saison 2000-2001 pour cette rétro. Paoletta venait donc à peine de débarquer en France. Roland Courbis entraînait le RC Lens. Le PSG se payait déjà des stars à prix d'or. Stéphane Guivarch ne vendait pas encore des piscines en Bretagne. Vous en souvenez que Roland Courbis entraînait Lens? Oui, très peu. Bah, je l'ai découvert sur les images rétro, quoi. C'est l'impression qu'il peut passer d'une équipe à l'autre en tenant toujours le même discours. C'est notre Roland, il est comme ça. Il peut s'exporter à merveille. Moi, personnellement, ça m'avait complètement échappé. Vraiment, j'avais aucun souci. Pour moi, Roland Courbis n'entraînait jamais au-dessus... au-dessus de Lyon, c'est plus possible. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a une ligne où il peut pas dépasser. Ici, il s'est quand même aventuré parce qu'il a fait aussi Rennes. Mais c'est vrai qu'on l'imagine vraiment Méditerranée, il a fait Bordeaux. Donc, c'est vrai que c'était assez spécial de le retrouver là-bas. Mais je sais pas si vous avez remarqué, il y avait toujours la chaîne en or et la chemise ouverte. Un lance, ah bah oui. lance, ça c'est le grand classique. Il y a un style qui traverse les époques. Ouais, non, c'est vrai qu'il avait fait Rennes aussi, vraiment à la toute fin. Effectivement, il avait fait ce petit passage à Rennes. Il a fait quand aussi ouais, mais il était dans le staff, Mercadal. Non c'était le binôme avec Mercadal, non, c'était un peu comme à Rennes aussi, à un moment donné, c'était un peu bizarre. Binôme, le mot est mal choisi, ouais. Ouais, voilà, c'est... Grande Roland, ouais, non, mais c'est quand même un sacré personnage de notre Ligue 1 quand même, Roland Courbis. Ouais. Attendez, hop, je vais couper ma messagerie, excusez-moi. Hop là, voilà. Et d'autres souvenirs peut-être sur cette saison. On s'échauffe tranquillement avant d'attaquer les sujets. Il y a une petite anecdote peut-être. Alors je sais pas, moi ça m'a surpris. L'Olympique de Marseille avait utilisé 4 coachs sur la même saison. Je pense qu'on n'est pas loin d'un record. Ouais. À l'époque, au démarrage de la saison, Eric Dimeco est dans le staff technique en tant que manager. Et c'est vrai que ça se passe pas bien du tout avec les différents coachs. Et l'actionnaire qui était Robert Louis Dreyfus à l'époque décide de virer Eric Dimeco, Abel Braga, de rappeler Bernard Tapie en tant que directeur sportif à un moment donné de la saison pour faire venir Tomislav Ivic. Et entre-temps, on aura eu aussi Albert Raymond sur le banc avec son assistant, un certain Christophe Galtier qui fait un peu la une en ce moment. Et Javier Clemente aussi qui a fait un passage express par Marseille avec qui ça s'était pas très bien passé, où il y avait des petits soucis de communication. On ne comprenait pas trop l'espagnol au niveau, je pense, de l'effectif. Mais en tout cas, voilà, la petite anecdote, c'est 4 coachs différents sur une seule saison. Je pense qu'on n'est pas loin d'un record en Ligue 1 quand même. Et comme on disait en avant-match, palmarès de l'OM sur cette saison 2000-2001, on a les plus beaux maillots et ça s'arrête là, quoi. Très beau maillot et Marcelino, petite coupe peroxydée, il était frais comme jamais, mais ça s'est mal passé aussi, tu vois. Ouais, c'était pas la saison la plus marquante de l'OM. On n'en parle pas trop entre nous quand on parle des bons souvenirs, effectivement.
Effectivement. Mais tu sais que tu parlais des 4 coachs, des 4 changements de coach. Et ben la même saison, il y a aussi Saint-Etienne qui fait ça. Il y a 4 coachs aussi, 4 coachs. Et le dernier duo, c'est d'ailleurs Rudy Garcia qui commence sur le banc, qui vient sur le banc de Saint-Etienne. Voilà pour la petite anecdote. Avec Jean-Guy Wallem, je crois. Ouais, c'est un ticket, il me semble. Ouais, il me semble que c'est Garcia Valem. Donc tu vois, comme quoi, si c'est un record, il y a 2 clubs qui l'ont fait la même saison. Ouais. Et généralement, quand tu changes plein de fois de coach, Bon. c'est jamais très très bon. C'est pas bon signe. On rappelle la place au classement de Saint-Etienne, c'est à la fin de cette saison. 17e. Voilà, merci. C'est une saison très compliquée. La stabilité, il y a que ça devrait de toute façon, c'est toujours comme ça. Je vois que ça y va aussi sur le chat là, hein, les petits souvenirs. Mohamed Bradja, Karl Touraine, David Ahmed et Mehdi Miniri en défense à l'Estac. Ouais, et oui. Miniri. Ouais. Mehdi Miniri. Ouais, c'était défenseur central ça, Mehdi Miniri, assez grand, assez costaud là, je me souviens. Il était pas mal lui. Ouais. C'était pas mal. Mais maintenant les gars, je me sens vieux avec vous parce que moi j'avais déjà 14-15 ans, c'est une saison dont je me rappelle énormément, c'est vraiment j'étais vraiment déjà à fond dans le foot et en plus c'était juste après l'Euro 2000. Donc l'Euro 2000 avec la finale extraordinaire, des souvenirs plein la tête, donc forcément ça nous a encore plus hypé sur le foot. Donc je me sens vieux parmi vous, donc c'est très difficile. Bienvenue dans le Boomer FC, hein. Tu es parmi nous, Samy, hein, c'est ça. Hein. Exactement. C'est exactement le concept de l'émission, c'est fait pour ça. Et sinon, niveau souvenir, les gars? Mais écoute, moi forcément, si je dois parler d'un point de vue de Bordeaux, c'est l'arrivée de Pedro Miguel Paoletta dans le championnat de France. Bordeaux qui a perdu Sylvain Wiltord, qui est parti lors de l'intersaison et qui doit le remplacer. Et Libop décide d'aller chercher cet attaquant portugais qui est plutôt remplaçant à la Corogne, qui a pas forcément un gros vécu pour l'instant. Mais voilà, Amaury, merci pour la passe D. Ce premier match en Ligue 1 et un triplé du côté de la Beaujoire. Bordeaux qui explose le FC Nantes, il n'y a pas d'autre terme, qui sera pourtant futur champion, comme quoi tout est possible. Et Paoletta s'illustre là avec 2 buts de la tête et un but de renard. En fait, déjà on pouvait sentir un peu sa palette à la fois très fort dans la surface, mais aussi pour un joueur qui sentait bien les coups. Et c'est vrai que Bordeaux, on avait besoin pour l'après-Wiltord, et c'était vraiment pas évident parce que Wiltord a marqué beaucoup de buts avec les Girondins, a été un acteur majeur du titre de 99, et trouver un remplaçant idéal, et Paoletta était quand même attendu parce qu'à l'époque Bordeaux avait dépensé l'équivalent de 9 millions d'euros pour aller le chercher, donc c'était pas évident, mais tout de suite Paoletta a vraiment trouvé ses marques dans cette équipe avec Dugarry notamment, et il a terminé 2e meilleur buteur du championnat de France derrière Sonny Anderson avec déjà 20 buts pour une première saison, c'était pas mal, mais franchement, très très propre, hein, et ce premier match à Nantes direct, ça marque les esprits. Ouais, c'était fou. Enfin, pour l'anecdote, j'étais au stade à l'époque parce que je suis originaire à côté de Nantes. Donc moi, mes premiers souvenirs foot, c'était à la Beaujoire, forcément. Bon, ça va. Il y a pire quand même, je pense, comme début de football. Mais c'est vrai que ce qui m'avait marqué moi dans le stade, c'est la consternation en fait dans le public parce que il n'était pas forcément connu. C'était une autre époque. Hein. On n'avait pas tous des smartphones. Il n'y avait pas Internet partout. Donc on pouvait pas en 2 clics savoir qui était ce Paoletta qui rentrait et qui mettait un triplé à la Beaujoire. Et qui fracassait le stade. Donc moi ça m'avait vraiment marqué, et c'était la stupeur dans le stade et la clim. On parle de celle de Cavani à Marseille, mais celle-là elle était quand même pas mal du tout aussi quand même. Moi j'ai redécouvert Marc Wilmots à Bordeaux. Ça c'est quelque chose que j'avais complètement zappé. Ouais. Qui était pas loin d'être un des joueurs préférés de Bob dans un système où en fait il pouvait lancer les attaquants et il prenait ses responsabilités sur coup de pied arrêté et tout, et c'était pas inintéressant. Son passage à Bordeaux n'était pas un échec. Ouais. En termes d'armada offensive, Bordeaux était quand même assez fourni avec Paoletta, Lasland, Dugarry, Wilmots. Pour la Ligue 1 de l'époque, la Division 1, c'était quand même... ça explique aussi leur bonne perf en championnat, de toute façon. C'est ça, c'est exactement ça. C'est l'équipe qui avait réussi, mine de rien, à s'installer toujours dans une sorte de top 5, top 6 avec Elie Boep, et surtout qui pouvait compter sur des attaquants. N'oublie pas, Fainduno aussi, continue un peu à gratter du temps de jeu sur cette saison-là. C'est vrai qu'il y a toujours eu cet aspect à Bordeaux, sous Boep, d'avoir des attaquants, des joueurs offensifs, Mikou, Benarbia, ensuite t'as eu Darcheville, t'as eu Savio, t'as eu vraiment cette qualité d'aller chercher des attaquants, peut-être aller Christian, qu'on a déjà parlé, un peu l'échec qui venait du PSG, mais sinon franchement Bordeaux s'est rarement trompé à cette époque-là sur ses attaquants. Oui.
pas comme aujourd'hui. Oui, bon, là, on va pas y revenir, hein, c'est délicat, mais là, je sais pas ce que je donnerais pour récupérer un seul joueur de cette époque-là pour le mettre en attaque en 2021. Allez, je suis sympa, je t'offre un joueur de cette époque-là, je te ramène André, c'est bon? Oui, franchement, Pierre-Yves André, de ce que j'ai vu. Ah non, je te parle du Bordelais. Hein. Ah, je pensais qu'on parlait de. Ah oui, non, oui, André, c'était particulier. C'est vrai que chose, il a été qualifié de flop, mais le pauvre, il arrive hors de forme avec un petit surpoids. Il vient d'Ukraine, ça avait tout de la galère. Il c'est que 6 mois, mais bon, on passera à autre chose, hein. Bon, par contre, t'avais d'autres attaquants un peu plus sympas quand même hein, sur cette saison, n'est-ce pas, Samy? Exactement, avec Pius Ndiaye, le fameux, qui est quand même resté dans nos mémoires. Moi, personnellement, c'était un attaquant qui m'avait marqué, et pas que par son physique, hein, par ses buts aussi, surtout. Je parle de son physique, hein, je me moque pas de lui, c'est juste qu'il avait, il avait acquis une certaine notoriété, qu'il était même rentré dans les lyrics de Booba à l'époque, qui se moquait, il dit... la phrase très connue, t'es vilain comme Ndiaye, c'était resté quand même dans les mémoires. Et oui, moi c'est un attaquant qui m'avait marqué parce que lui pareil, hein, comme à peu près l'ensemble de l'effectif sudanais, c'est des joueurs assez inconnus qui venaient des divisions inférieures et il avait réussi à performer. Et après, il est parti en équipe du Cameroun, il a gagné 2 CAN, il a fréquenté Samuel Eto'o. Enfin, son histoire est plutôt folle et il avait un style plutôt atypique parce que c'était pas non plus un esthète, mais voilà, c'était un vrai petit taureau, c'était un bulldozer en tant qu'attaquant numéro 9. Et pour moi, en tout cas, c'est un des noms qui ressort de cette épopée sudanaise. C'est avec Moussa Ndiaye et Mionnet, et peut-être le gardien Nicolas Saché et Olivier Quint. Voilà, on va dire c'est les cinq noms qui ressortent. Donc forcément, on est obligé de parler de Pius Ndiaye, qui a quand même bien performé en Ligue 1. Ouais, bah, de toute façon, on y reviendra un petit peu plus en détail sur Sedan et sur Pius Ndiaye, puisque de toute façon, c'est prévu au programme. Bref, cette saison-là, le FC Nantes a fini champion. Ce sera d'ailleurs notre grand focus de la journée, hein, forcément. Champion juste devant l'Olympique Lyonnais, qui n'avait pas encore Juninho pour mettre des gros coups francs quand ça ne va pas. Devant le LOSC également, qui fait une saison assez incroyable, puisqu'il venait à peine d'être promu et finit donc 3e et barragiste de Ligue des Champions. Le grand LOSC de Dagui Bakary et de Vahid Halilhodžić, s'il vous plaît, ça aussi, bon souvenir, ça. Ouais, très bon souvenir. Bon, c'était pas l'équipe qui jouait le plus beau football. Hein. On était sur une équipe de bons bagarreurs, c'était bien rugueux, mais par contre, c'était sacrément efficace. Hein. Ouais, c'était beau. Bah, d'ailleurs, il joue la séance, parce que tu dis qu'il joue les tours préliminaires, mais il se qualifie d'ailleurs. Il se qualifie. Et, bah après, gros souvenir, parce qu'en plus, petit côté émotionnel, il y a Bassir qui avait signé ensuite la saison d'après avec son fameux but contre Dortmund. Donc il y avait aussi Bruno Chiroux, il me semble déjà dans l'effectif. Ouais, je crois même que les deux y étaient, non? Bruno sûr. Je crois que les deux frères Chiroux y sont. Hein. Pour moi, ce que je regarde, ils y sont dès 2000-2001. Ouais. D'accord. Donc c'était bien le lead avec Pascal Sigan, Johnny Eguet. Attention, ça mettait les taquets là où il fallait, et puis avec coach Vahid derrière qui serrait les vis, c'était sérieux sur le terrain quand même. Il y avait la mascotte qui n'avait pas encore son plâtre. Oui. Le signe pour l'identifier de manière remarquable. Et c'est vrai que cette équipe du LOSC avec coach Vahid a un promu un peu enthousiaste, tout feu tout flamme, et t'as un promu qui va en Ligue des Champions, qui tape Parme en tour de qualification. Et d'ailleurs, ton ami Johnny Ekier qui met un but contre le Grand Parme, c'est aussi ça l'imprévu de sport. Et Bakary qui marque contre l'AC Milan avec Nesta et Maldini en défense centrale, ça aussi en termes. Morera, Utaka et Dagui Bakary. C'était avec Lens. Ils avaient aussi leur petit 10 lillois. Il y avait Jason Boutoil, il me semble, qui était le fils du Nord, quoi, qui était. Non, c'était franchement. Ouais, exactement. Philippe Brunel, Sterjovski, Fernando D'Amico qui a gardé une grosse cote de popularité auprès des supporters du LOSC, qui est vraiment au courant. T'avais Pascal Sigan qui était vraiment. Qui mettait quand même des boîtes, hein. Faut pas se mentir. Il y a un attaquant qui est dans sa zone, il ne laissait pas passer. Hein. Galsen qui nous rappelle sur le chat, il y avait Henri Camara également. Il n'était pas encore sur cette saison 2000-2001, si je dis pas de bêtises. Non, il arrive après. Il arrive quelques années plus tard. Dans le deuxième passage intéressant de Sedan en Ligue 1 cette fois-ci, quelques années plus tard. Coach Vahid avait sa marionnette au guignol à peine caricaturale. Ah bah oui, et en même temps, il y avait de quoi faire. Hein. Avec Vahid, c'était quand même assez
assez facile à y caricaturer. Pour en revenir donc sur ce classement de cette saison 2000-2001 et sur ce programme, le PSG, on rappelle aussi, n'avait fini que 9e malgré un énorme recrutement et surtout le retour de Nicolas Anelka qui était un petit peu allé en délicatesse au Real Madrid, mais bon, qui était quand même une méga star. On va y revenir également. On a déjà commencé à en parler. Le CS Ardennes qui finit 5e alors que c'était seulement sa 2e saison parmi l'élite. Ça aussi, on est obligé d'en parler. Des sangliers ardennais, grosse épopée. Donc ça, on va y revenir avec une petite chronique et bien sûr toutes les images de l'époque et une petite surprise également. Le pauvre Nico, ça fait 2 mois qu'il veut faire ce sujet et au final on le fait pile quand il n'est pas dispo. On t'embrasse. Les absents ont toujours tort, malheureusement pour lui. Et vive le Partizan Belgrade. Oh, la balle perdue. Allez, on va commencer avec Nantes, hein. Le dernier titre du FC Nantes et un des plus marquants du début du siècle, je trouve. Un grand collectif, du beau jeu, des joueurs attachants également. On avait un grand coach avec Reynald Denouex qui n'a pas pu être avec nous d'ailleurs aujourd'hui à cause de gros soucis de santé. On pense à lui bien évidemment. Un peu comme Auxerre à l'époque, Adrien, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est un peu le genre d'équipe que tout le monde aimait, parce qu'on l'attendait pas en fait. C'est exactement ça, c'est vrai qu'à la lecture de cette saison, et notamment ce démarrage un peu délicat, on a commencé à en parler, une défaite à domicile 5-0 contre les Girondins, cette équipe avait un peu de mal sur le début de saison, il y a une 15e place au bout de la 10e journée, et au final en fait, il n'y avait pas de crack monumental, il n'y a pas un joueur qui sortait du lot, mais c'est la patte de Reynald Denouex avoir su instaurer un collectif de bons garçons et surtout de garçons qui savaient extrêmement bien jouer au football. Et c'est vrai que quand on regarde le FC Nantes de cette époque, j'ai envie de revenir sur le milieu de terrain et la construction finalement qu'a pu faire Reynald Denouex. Reynald Denouex, il a passé toute sa carrière au FC Nantes, il a fait la formation avant d'arriver sur le banc. Je pense que c'est un des personnages les plus importants de l'histoire de ce club pour ceux qui connaissent pas peut-être l'importance de Denouex avec Suodo, avec Michel. Et c'est vrai qu'il a su instaurer un truc au milieu de terrain où tu avais Mathieu Berson en numéro 6, peut-être déjà un des joueurs les plus sous-cotés de l'histoire de la Ligue 1. Je sais qu'on a déjà parlé, Alex, entre nous, mais en termes de numéro 6, c'était extrêmement efficace. Et en fait, tu avais sur les ailes Darocha et Ziani, Eric Carrière, meilleur passeur de la Ligue 1 cette saison-là en numéro 10, et Monterrubio qui tournait autour de Moldovan. Finalement, Moldovan était vraiment le joueur offensif qui devait être présent à la surface, et autour tu avais ces 4-là en fait qui tournaient. C'est comme si aujourd'hui, je sais pas, on avait une équipe qui alignait en même temps Boulaya, Ferrat, Payet et Kakuta. C'est un peu ça dans l'esprit, c'est-à-dire ouais, c'est ça, il y a ce côté-là quoi, il y a ce côté carré magique un peu, hein, parce que exactement. Tes joueurs de côté, c'est des numéros 10, hein, Darocha, Ziani, c'est pas des élites de métier à la base, hein. C'est exactement ça. En fait, il a su mettre en place des joueurs créatifs à des postes qui n'étaient pas forcément évidents pour eux, mais qui dans sa conception du jeu, ça correspondait. Et c'est vrai que ça a mis un peu de temps à se décanter quand même, on l'a dit. Au bout de à la trêve, Nantes a quand même su bien redresser la barre, mais c'était une équipe c'était un championnat qui était assez serré, et au mine de rien, la seconde partie de saison, elle est exceptionnelle. Sur la phase retour, il n'y a que 2 défaites contre Lyon et Marseille. Il y a une série de 8 victoires sur le final, et surtout c'est une équipe qui jouait extrêmement bien. Le jeu à la nantaise, qui est quelque chose d'assez récurrent que les supporters aiment bien mettre en avant. Denouex a vraiment su perpétrer finalement l'héritage de ce club, et c'est vrai que à toutes les lignes, on sentait que c'était des garçons qui voulaient tout donner pour ce club. Et mine de rien, une des images qui est plus marquante pour moi, ça reste l'envahissement de terrain quand Saint-Etienne bat Nantes, Saint-Etienne justement avec un but de Vairua. Vairua d'ailleurs, j'ai pas encore eu le temps de l'évoquer, mais qui était un peu le joker, le soldier de cette équipe, si je me permets une petite comparaison, qui est rentré en fin de match et qui marquait souvent des buts assez importants. Et c'est ce joker finalement qui donne la victoire à Nantes, comme on a pu le voir avec Dado Percho pour Monaco, Faïn pour Bordeaux. C'est aussi ce symbole, c'est-à-dire que Nantes c'était un 11 qui était assez homogène, mais aussi il y avait un banc qui pouvait apporter, et finalement ce succès du Nantes de Denouex repose sur un collectif total. Je pense qu'on peut le dire, hein, c'est pas paraphraser ce qu'on a vu avec Cruyff, avec l'Ajax, c'est-à-dire que c'est une équipe qui à toutes les lignes savait ce qu'elle devait faire, et dans la création du jeu c'était propre. Ouais, c'était vraiment... Personnellement, moi, c'est une équipe qui m'avait plutôt marqué, et tu as très bien résumé. C'est vrai que, en fait, à la base, on les attend pas. C'est vraiment, comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de stars, il n'y a pas de nom qui se détache. En début de saison, l'objectif, c'est pas du tout le titre à Nantes, hein. Ça sort d'une saison très compliquée où le maintien a été obtenu lors de l'avant-dernière journée la saison précédente. Au niveau des transferts, t'as Moldovan qui arrive, mais bon, on ne sait pas dans quel état physique il arrive. C'est pas vraiment un nom ronflant.
Donc tu t'attends à une saison galère, hein, et au début tu le dis, ça commence difficilement, mais dans le jeu c'était déjà assez rodé, c'était beau. C'est juste qu'il y avait il y avait un manque dans la finition. Ça ratait beaucoup, et surtout défensivement, il y avait un équilibre que Denouex n'avait pas encore trouvé justement dans cette équipe qui pour moi ce qui me marquait dans cette équipe, c'est que dès qu'il y avait une contre-attaque, donc c'était souvent une équipe de transition, toute l'équipe était en mouvement. C'était fou, vous pouvez regarder une compilation des buts de ce FC Nantes, c'est vraiment toute l'équipe, dès que la balle partait en attaque, dès qu'un joueur avait la balle, ça proposait autour de lui, ça bougeait autour de lui, c'était vraiment impressionnant à voir, et oui, c'était un collectif, il n'y avait pas de nom qui ressortait vraiment. Ta carrière, qu'on va dire, c'est un petit peu le joueur qui incarnait un peu cette génération, et celui qui a le plus percé parce qui a tenu le plus sur la durée en Ligue 1 au plus haut niveau, avec Monterrubio et Vairua, c'est les trois au final. Après, oui, et surtout c'est le seul qui est devenu vraiment international, parce que il a eu une dizaine de sélections après coup, alors que d'autres joueurs se démarquaient, Landreau aussi, oui. T'avais aussi Frédéric Darocha qui avait été très performant, Nicolas Savino, tu as cité Berson, il y avait Monterrubio aussi quand même qui était, mais ils ont jamais eu leur chance, c'est parce que c'était vraiment un collectif, et c'est ça en fait qui prédominait dans cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de nom qui ressortait, et moi ça m'avait marqué parce que vraiment en termes de buts, comme on peut les voir, ça partait de leur défense, et il y avait 4-5, ça arrivait très vite devant le but, et c'était vraiment un spectacle permanent. Et j'ai envie qu'on s'arrête 2 secondes sur Eric Carrière, c'était un truc. Là, il finit meilleur joueur de la saison, si je dis pas de bêtises. Il était quand même assez incroyable, vraiment. 12 passes décisives, déjà sur toute la saison. Il en a compilé presque 10, je crois, à la trêve, ou en tout cas pendant la période hivernale. Et derrière, c'est vrai que c'était un peu lui le maestro, c'est lui qui dictait un petit peu le tempo, même si le tempo était très rapide, comme on a pu le voir sur les phases de transition offensive. Et c'est vrai que à ce moment-là, il y avait besoin sans doute de quelqu'un qui est capable de moduler ce jeu-là, de faire la bonne passe au bon moment, voire même de conclure l'action, d'être au second ballon et de pouvoir marquer. Je crois qu'il a 5 ou 6 buts sur toute la saison également. Et c'était incarné par Eric Carrière. Alors forcément, en début de saison, le club attendait beaucoup de quelqu'un comme Moldovan, qu'ils avaient enfin réussi à recruter, ou d'Olivier Monterrubio, qui était un peu la découverte de la saison et qui finit meilleur buteur du club cette année-là. Mais l'importance, je pense, dans la colonne vertébrale d'Eric Carrière au milieu de terrain et de Michael Landreau dans les buts, parce que lui aussi, il leur fait gagner un nombre de points assez fascinant, notamment sur la fin de saison. J'ai trouvé que ces deux joueurs-là, qui n'étaient pas à l'époque des immenses stars, ont quand même porté l'équipe sacrément à un moment donné, et ont surtout, Samy le disait, ils n'étaient pas attendus, certes. Il y avait qu'un vrai daron dans toute l'équipe, c'était Nestor Fabri. C'est, je crois, le seul trentenaire véritable de cette équipe-là. Et c'est vrai que malgré tout, malgré leur jeunesse, malgré leur insouciance, ils ont réussi à un moment donné à garder les pieds sur terre, à aller au bout. Et c'est incarné aussi par la maturité d'un mec comme Eric Carrière, et la maturité dans les buts, et x10 de quelqu'un comme Michael Landreau. Non, c'est ça. C'est ça, exactement. Il y a une jeunesse en plus qui se dégage, même Salomon Lembe qui marque contre l'OM, il y a Hassan Hamada qui était en équipe de France U19. C'est ça, c'est cette formation nantaise qui était mise à l'honneur par Denouex, qui comptait sur ces garçons-là, qui n'hésitaient pas à les exploiter. Et finalement, cette espèce de collectif tout le temps en mouvement, et c'est intéressant ce que tu as dit, Samy, dans le sens où des fois il y a des suspensions, des blessés, mais les joueurs qui rentraient, ils étaient vraiment aussi dans cet esprit-là, c'est-à-dire que tu pouvais interchanger 2-3 joueurs, il y a quand même un 11 qui se dégageait quoi qu'il arrive, mais au final, je trouve que le banc a vraiment su s'impliquer collectivement, comme le demandait Denouex. C'est une force aussi de la part du coach. Non, mais Denouex, il a été juste excuse-moi, il a été assez exceptionnel, parce que il y avait une certaine naïveté, surtout en début de saison. C'était ce qui caractérisait ces Nantais, parce que même la saison d'avant, encore une fois, même s'ils ont failli descendre, il y avait quand même un jeu en place, un jeu à la nantaise, et c'était surtout de la naïveté, quoi. Il y avait un déséquilibre entre la défense et l'attaque, et ce que j'ai bien aimé, c'est que Denouex, au fur et à mesure de la saison, il a réglé, parce que c'est vraiment un bon tacticien, c'est quelqu'un de très intelligent en termes de QI football, et il a réglé ça au fur et à mesure. Et je trouve qu'il y a des joueurs aussi
qui ont progressé avec cet entraîneur au fur et à mesure de la saison. Mais je trouve que l'adage qui a été créé, au final, tu regardes les 10 derniers matchs, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Et c'est ça qui est impressionnant. Il y a deux visages. Tu as le début où que c'est encore naissant, et la fin où tu as une équipe qui est lancée vers le titre. Et je trouve que le travail sur la saison de Denouex est totalement impressionnant. Et leur force collective, je trouve, elle est incarnée par une paire de buts qu'on peut voir dans les boucles là d'Amaury. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de tapines, ce qu'on appelle un tapine. Donc c'est quand le gardien est éliminé, qu'il n'y a plus qu'à la pousser au fond. Oui. Mais c'est pas des tapines de raccro. C'est justement parce que un coéquipier a éliminé quasiment toute l'équipe et fait la bonne passe au bon moment. Et c'est vraiment ça qui, à mon sens, incarne l'esprit collectif et le jeu à la nantaise, dans le sens où il y a eu beaucoup de buteurs différents. Tout le monde a mis sa petite dizaine de buts entre 5 et 10. Il n'y a pas eu de numéro 9 qui a véritablement perfait plus qu'un autre. Mais à l'inverse, ça finit quand même meilleur buteur. Et il n'y a pas de, c'est mérité largement. Et quand on le voit, il y a beaucoup de buts qui sont offerts par un coéquipier, et c'est là la plus belle façon de remercier le collectif, dans le sens où personne ne jouait pour soi, et véritablement tout le monde faisait la passe aux copains. Et c'est à mon sens offensivement ce qui prédomine de ce FC Nantes-là. C'est juste, Maxime, parce que dans la construction des buts, tu as plein de schémas différents. Ça peut passer par le côté gauche, le côté droit. Mais en fait, souvent, ça a essayé quand même de trouver Moldovan. Et en fait, Moldovan avait une vraie présence dans la surface. Vraiment, c'était quelqu'un, tu le sentais, quoi. Difficile à marquer, un physique difficile à bouger. Et c'est pour ça qu'en fait, c'était très intelligent de la part de Denouex d'installer Monterrubio sur la même ligne que lui. Parce que dans les seconds ballons, j'ai remarqué que Monterrubio se plaçait extrêmement bien. De toute façon, on sait que Monterrubio, c'est un joueur très intelligent qui savait où se mettre. Et en fait, il a vraiment su profiter de cette présence de Moldovan qui captait l'attention des défenseurs. Tout le monde se disait, bon, Monterrubio, il est là, on le surveille pas trop. Et en fait, ça a vraiment payé, et tu l'as dit, mine de rien, on s'attendait à ce que Moldovan soit meilleur buteur, et non, c'est Monterrubio qui a fini avec un petit but devant lui. Et un petit commentaire là, même en étant supporter d'un club rival, ce FC Nantes, t'étais charmant, surtout avec le temps. Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment, il y a une aura qui se dégageait de cette équipe, de la sympathie. T'es quasiment obligé d'aimer ce genre d'équipe. Ça joue bien, les joueurs sont sympathiques, ils vont chercher un titre personne ne les attendait. Et au final, t'es obligé d'avoir la sympathie. Puis c'est tellement beau, quoi. Moi, je me souviens encore super bien les buts de Darocha, par exemple. À chaque fois, c'était des buts de fou. Karim Ziani, ça a cassé des reins à tout va. Enfin, franchement, t'avais vraiment une super belle équipe, quoi. Pardon, oui, Stéphane. Karim Ziani aussi cassé des reins. Un peu plus tard. Oui. L'erreur était facile. mais c'est vrai que c'était une équipe très fair-play, et je vous assure qu'à l'époque, c'était quelque chose qui ressortait vraiment. On les trouvait parfois trop gentils, un peu comme ce que pouvait reprocher Aimé Jacquet à Pires, mais c'était vraiment c'était une équipe. Il n'y avait pas de méchants. Il n'y avait pas de méchants. Même à la rigueur, tu avais Fabri qui essayait un petit peu d'apporter ce côté un petit peu Berson, un petit peu. Berson, un petit peu au milieu, faisait quand même le sale boulot. Voilà, mais tu te rends compte, si on dit que c'est Mathieu Berson qui a apporté le côté rugueux, c'est que ça veut tout dire, tu vois. C'est que c'était vraiment une équipe de gentils. Et c'est ça aussi. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens aimaient bien, parce que voilà, il n'y avait pas de tricheurs, il y avait des notions. On l'a évoqué. Donc le collectif, ça amène à la solidarité, le sacrifice pour ton partenaire. Donc c'est des valeurs qui plaisaient à beaucoup de monde à l'époque en France. Donc oui, c'est une équipe qui fédérait. Et qui a gagné pas mal d'aficionados au fur et à mesure des années. Ouais. Non, c'est une certitude, et j'ai envie de rajouter aussi une communion avec le public. Enfin, moi, vraiment, j'insiste, l'envahissement de terrain par les supporters lors de cette victoire contre Saint-Etienne qui signifie le titre. Enfin, c'est un truc de fou, ça marque, quoi. Et vraiment, c'était comme vous, on l'a dit, c'était des garçons attachants. C'est bien le commentaire de Bourrico. Je suis d'accord comme toi, Alex. Une équipe qu'on aime quoi qu'il arrive, peu importe quelle équipe on supporte. Faut vraiment chercher la petite bête, et vraiment j'aurais du mal, mais voilà, c'est des gamins attachants, et même derrière en Ligue des Champions ils ont fait un petit parcours. Voilà, ça incarnait le début des années 2000, ce Denouex là qui cherchait constamment du jeu, et finalement il y avait une osmose avec le public, tout le monde était derrière. Mais tu sais que le public de Nantes, il est chaud. Enfin, il est chaud. Tu peux aller en tribune noire, c'est très costaud. Ils ont des chants adorables. Je me rappelle
leur chant allez Nantais chanter, mais vraiment ils ont, il y a vraiment une vraie communion autour de leur équipe. C'est un petit peu dommage parce qu'aujourd'hui on les assimile un peu au maintien, au bas de tableau. C'est plus forcément une équipe qui fait rêver. Mais oui, il faut savoir que Lyon, Nantes, a une forte communauté derrière eux. C'est une équipe qui a fait demi-finale de Ligue des Champions. C'est impressionnant de voir. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport au terrain. À la fin, en fait, j'ai un ami. Moi, j'avais pas pu être au stade pour le match du titre, mais j'ai un ami qui m'avait coupé un petit morceau de pelouse. Un petit morceau de pelouse à la fin, mais il l'avait tué. Ça se fait plus trop parce que maintenant les pelouses elles sont un peu mieux entretenues, elles coûtent un peu plus cher. D'ailleurs, on verra dans les images qu'il y avait des pelouses en division 1 qui étaient quand même certaines qui étaient quand même bien dégueulasses. On verra sur certaines images que c'était une autre époque. Le petit carré de patates là juste devant pour les gardiens, ça devait être un plaisir. Hein. Et donc, à cette époque-là, ils avaient découpé le stade, ils avaient découpé le terrain, c'était autorisé, hein, bien sûr, hein, parce que de toute façon ils vont pas contenir 40 000 personnes sur une pelouse. S'ils veulent couper le terrain, ils le laissent couper le terrain à un moment donné. Et il m'avait ramené un petit morceau de terrain et ça m'avait. Et tu l'as encore ce carré de pelouse ou pas? Non, malheureusement. De temps en temps. Voilà. Mais après, en fait, j'étais tiraillé parce que moi, c'était le PSG, mon club. Donc, en fait, je kiffais, mais discrètement. Tu vois, tu peux le révéler au grand jour maintenant. Footix, mais pas trop, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'était vraiment, je pense, une belle période parce qu'ils gagnent la Coupe de France peu de temps avant, contre Sedan aussi. Donc, pour les supporters nantais, c'était vraiment la période dorée, je pense. Et n'oublie pas contre Calais, ils ont fait le doublé parce que avec cette fameuse image du capitaine amateur Calais qui va sauver la coupe avec Landreau, c'était une équipe qui était devenue spécialiste en coupe. Il fallait concrétiser ça en Ligue 1. Ouais. Et c'est une époque où Nantes était vraiment le club de la région, en tout cas de la région ouest, parce que descendre en Ligue 2, c'était pas le Angers qu'on connaissait maintenant, et Rennes n'était pas non plus c'était pas non plus le Rennes qu'on connaissait maintenant, donc c'était vraiment Nantes qui satellisait un petit peu tous les supporters de la région. Moi je me rappelle, j'avais un joueur qui s'appelle Sébastien Massé, qui était d'ailleurs il me semble qu'il marque cette saison, il marque contre Bastia, il me semble, sur sa première apparition, je crois. Voilà. Et en fait, c'est un joueur d'un village à côté de moi. Et en fait, tout le monde le connaissait, quoi. Sébastien Massé, alors qu'il était bon, il a pas eu une carrière de fou, mais c'était vraiment, voilà, il avait été attiré par le FC Nantes. Nantes vraiment ratissait beaucoup dans la région. C'était vraiment le gros club pro. Faut vraiment comprendre l'importance qu'avait le FC Nantes à l'époque. C'était vraiment impressionnant. Et puis je pense que ça se voit de toute façon quand on regarde un petit peu. Les 3/4 de l'effectif, enfin les 3/4 des joueurs sont formés au club. Je pense que c'est une performance aussi qui a été très très peu réalisée depuis, c'est sûr, mais dans toute l'histoire de la Ligue 1 et de la D1 peut-être, quasiment tout l'effectif a été formé au club. Et je pense que le cœur du sacre vient aussi un petit peu de là, et toute cette mentalité, ce collectif, toute cette osmose qu'on peut mettre en avant depuis tout à l'heure, vient aussi du fait que sur différentes générations évidemment, mais ils avaient tous leur base, leur structure, que personnellement ils étaient installés dans la région, dans la ville, et on sait l'importance dans une course au titre d'être bien dans la tête, bien dans ses pompes, bien chez soi, etc. Mais tu sais qu'un type de titre de cette manière, avec une équipe, avec des joueurs formés au club et pas forcément de gros stars, tu regardes depuis 20 ans, allez, à part peut-être Montpellier, et encore, je pense que Montpellier en 2012 était mené par quand même quelques têtes d'affiche, et ben ça n'existe plus. Ça n'est plus arrivé. Ce genre de titre avait un collectif qui prime devant l'individualité. Je suis pas sûr que depuis 20 ans on ait eu un autre club, parce que voilà, les Lions, ils ont toujours été avec des recrutements stars, Paris aussi, Monaco c'était aussi quand même des joueurs stars. Donc je pense que ce type de victoire avec ce type de collectif, je pense que c'est la dernière en date. Mais c'est vrai que hormis Lyon, un petit peu Rennes sur les dernières années, des clubs qui font des perfs en Ligue 1 avec 15, 20, 25, 30% de leur effectif du cru et du centre de formation, c'est devenu une denrée extrêmement rare, et c'est ce qui fait aussi la beauté de l'histoire, je pense. Il y a Blab59, pas très évident à prononcer ce pseudo, qui nous dit: Lille cette année c'est un collectif sans star. Quand tu mets 20-30 millions sur Renato Sanchez, Jonathan David et compagnie, c'est quand même compliqué de dire c'est une petite bande de copains, quoi. On va dire qu'il y a des équipes avec des plus grosses stars, mais malgré tout, c'est pas Neymar, je veux bien te l'accorder, mais quand même. L'histoire n'est pas la même.
il y a P2M44 qui me rappelle, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'articles, de rétro sur finalement ce FC Nantes-là, dans West France, avec plein d'interviews. Si vous voulez poursuivre, je vous invite, parce que c'est vraiment du travail de qualité pour se renseigner sur cette époque-là. Et c'est vrai que il y avait vraiment cet esprit de camaraderie. Bon, sur le terrain, on sentait que c'était des potes, mais quand on découvre les interviews de Fabry, de Carrière, de Darocha, voilà, ça se continuait. Il faisait beaucoup de soirées entre eux, des parties de tarot. C'est un peu du football de papa aussi, mais c'est vraiment une bande de potes. Donc aussi sur ce qui se passait en coulisses, on sentait vraiment un truc sain, quoi. C'était de l'harmonie entre eux, et comme on dit, le cliché, le groupe vit bien, mais là pour le coup, le groupe vivait très très bien. Et surtout, c'est un groupe quand même qui a après coup assuré, parce qu'il y avait une certaine pression à Nantes. On se rappelle de l'épopée de l'équipe de 95 qui a fait rêver quand même beaucoup de personnes. C'est quand même, je pense, un des souvenirs les plus forts de ce FC Nantes. Donc il y avait quand même le côté héritage, et cette génération était un peu montrée du doigt, parce que encore une fois, ça je le maintiens, c'était compliqué. Et il y avait quand même cet héritage assez lourd à porter, et en fait ils ont réussi un petit peu à se libérer au fur et à mesure de la saison, et à produire du jeu à peu près équivalent à ce qu'on pouvait voir en 95, donc juste 5 ans après. Et ça aussi c'était énorme, c'était très attendu en tout cas parmi les supporters, parce que certains commençaient à être nostalgiques, et finalement ils ont été gâtés juste 5 ans après. Ils ont obtenu une autre génération assez exceptionnelle, et c'était tout bénef pour eux. Et depuis ils en cherchent encore, donc comme quoi ça vient pas souvent. Un nom dont on n'a pas beaucoup parlé encore, parmi ceux qui justement ont réussi à tenir sur la durée, c'est Sylvain Armand. Sylvain Armand qui pour le coup est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds, parce que ils avaient pris un Portugais en tant qu'arrière gauche, ils avaient pris Mario Silva. C'est ça. Et au final, lui, il débarquait de Clermont, si ma mémoire est bonne, Sylvain Armand, et au final, il arrive très très vite à faire sa place, quoi. C'est ça. Il a su s'imposer en fait à ce poste d'arrière gauche, et on a le schéma de l'équipe type de la saison là, l'écran carré parfait. Merci pour la passe D encore une fois, Amaury. Tu vas faire autant de passes D que Carrière sur cette émission, ça va être incroyable. C'est vrai que Sylvain Armand, c'était un genou, hein. Il avait 19-20 ans quand il débarque. Une seule saison dans les jambes. Il a été formé à Saint-Etienne, mais son explosion en pro, c'était vraiment du côté de Clermont. Et c'est vrai que finalement, dans ce couloir gauche, dans ce que demandait Denouex dans l'équilibre, il apportait vraiment, il se plaçait bien, il savait quand monter, quand redescendre, et finalement c'est vrai que les latéraux quand ils sont jeunes, des fois c'est compliqué pour eux, parce que c'est extrêmement exigeant leur poste, même le poste a forcément évolué, mais il y a 20 ans aussi on leur demandait beaucoup de choses, et finalement Sylvain Armand très très vite au FC Nantes, il s'est senti comme chez lui, c'est comme s'il a été formé au club, et en plus il avait aussi cette petite part de vice qui peut être pas mal pour un jeune. Je trouve qu'en regardant les images, c'est quelqu'un qui savait aussi faire la faute tactique, la fameuse, quand il le fallait. Donc à cet âge-là, moi je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir aussi cette malice qu'on lui a connue ensuite par la suite. Oui, et puis sur son secteur de jeu, on ne l'a pas encore mentionné, je crois pas, ou très peu. Il y avait aussi Salomon Lembé, qui était encore plus jeune, qui était encore moins expérimenté, et qui, pour le coup, lui, avec d'autres qualités, plus dans la percussion, plus dans les montées rageuses, allait aussi conclure les actions. Il en était capable, et on le verra tout à l'heure contre Monaco. Mais il apportait autre chose. Et c'est vrai que je dirais pas que c'est des latéraux modernes, mais c'était déjà un petit peu ce précepte de on va tous devant, on est capable d'apporter le soutien sur la latéralité, on est capable d'écarter l'adversaire, et force est de constater que ça fonctionnait. Et à chaque fois à l'arrivée sur un centre, il y avait toujours soit la tête de Moldovan, soit le pied de Monterrubio, soit en deuxième ballon t'avais Darocha ou Eric Carrière qui mettait un pétard. Donc offensivement c'était fou et rodé, et chapeau Reynald Denouex, et chapeau aux joueurs qui ont su aussi tous à leur échelle, et on parle aussi de Vairua qui a aussi claqué une paire de buts très importants dans cette course au titre. Chapeau à tous ces joueurs là qui ne se sont pas marchés les uns sur les autres, n'ont pas fait passer leur ego avant le bien du club, et qui ont amené ce club là du ventre mou de la D1 l'été d'avant jusqu'au titre de champion. Alors, petite précision, parce que Borico dit n'avait pas encore trouvé sa célébration de la pagaie. Si, il avait commencé à la faire, la fameuse célébration iconique de Marama Veirua, notamment le but contre Saint-Etienne, celui du titre. Il fait cette célébration. Alex a bien connu aussi du côté de Nice.
Ah oui, ça je m'en souviens très très bien. Mais elle est même passée hein, dans nos images. N'hésitez pas, il y aura le petit replay évidemment sur la chaîne YouTube de la Ligue 1 Merci, Amaury. très rapidement. Voilà, la petite pagaie, elle était déjà là. J'en profite également. Hein, donc pour les replays, si vous voulez voir les anciennes émissions, ou si vous prenez cette émission en cours, vous avez donc la chaîne YouTube de la Ligue 1 pour retrouver l'émission en intégralité et gratuitement. Vous pouvez également follow la chaîne pour ne pas manquer les prochaines émissions, notamment un très gros pass day aujourd'hui à 17h30 avec Rivendi et Kanto et moi-même. Voilà, un petit crossover Ligue 1 Uber Eats cet après-midi. Je pense que ça va être très 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 sympa. Allez, on continue avec une équipe qui, à l'inverse, on en attendait beaucoup et nous a beaucoup déçus à la fin. Parce que oui, à l'époque, le PSG pouvait déjà se payer des stars, hein, même sans QSI, même sans le Qatar. Soit des stars, soit de grands espoirs français, hein, Anelka, Vampeta, Luxin, Dalma. C'était le PSG des banlieues. Hein. C'était le projet à l'époque qui était surnommé comme ça. C'était une équipe qui avait de la gueule, mais qui au final avait peut-être que ça, Samy. Ouais, tu as très bien résumé. C'était vraiment, moi, c'était une équipe qui m'avait fait rêver. Hein, je vais pas vous le cacher. J'étais déjà fan du PSG à l'époque. Quand on m'annonce que on va peut-être signer, quand on lit dans France Football à l'époque que Nicolas Anelka allait peut-être signer au PSG, moi, j'étais comme un fou. J'étais fan de Nicolas Anelka. J'étais un fan de Nicolas Anelka, c'était ma période, imaginez-moi bien en mode collège, j'écoutais du rap dans mon village, j'étais matrixé un peu, mais c'était totalement, enfin, ça me parlait beaucoup. Et moi, je voyais Anelka au Real Madrid, Anelka en équipe de France. Faut bien voir le contexte. La France a gagné l'Euro. Il y a une grosse hype autour d'Anelka, Victor, justement, nos jeunes joueurs, jeunes générations qui avaient bien fonctionné à l'époque. Il y avait une pub très connue d'un yaourt au chocolat. Je vais pas vous la refaire. On remet ça. Moi, j'étais devenu un fan absolu. J'avais cherché l'affiche partout dans ma ville. Mais je dis vraiment, c'était. Alors quand on m'annonce que Anelka peut signer, c'était énorme. On rappelle un peu le contexte. C'était le PSG. Il venait de finir deuxième la saison précédente, donc il y avait quand même de grosses ambitions. Il y avait la Ligue des Champions derrière, donc c'était un PSG qui voulait investir pour justement essayer de faire quelque chose, que ce soit en championnat, mais aussi en Coupe d'Europe. Attention, c'était pas encore le même discours qu'aujourd'hui où on veut gagner la C1, mais c'était quand même une équipe qui voulait renouer avec ses ambitions européennes. Donc il y avait vraiment une hype totale au niveau de ce PSG-là. Entraîneur Philippe Bergerot, qui était plutôt bien apprécié par les supporters. Le célèbre président Monsieur Perper avec la célèbre blague, ça je l'ai subi plein de fois au collège. Alors, avec le PSG Perper, ça gagne ou pas? Tu vois, c'était genre de... C'était mignon. Ah ouais, non, mais c'était genre d'époque. Donc, imaginez, on commence la saison, tu recrutes Nicolas Anelka, 220 millions de francs. À l'époque, bon, je sais que les francs, ça vous parle pas forcément, c'est plus une devise qui existe, mais 220 millions de francs, c'est improbable. Savoir Anelka, donc il est vainqueur de la C1, vainqueur de la Ligue des Champions, que Paris puisse aujourd'hui, que puisse à l'époque aller le chercher, c'est équivalent à peu près aux stars que Paris recrute aujourd'hui. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Tu vas chercher un vainqueur de Ligue des Champions. Après, il faut pas oublier quand même qu'Anelka était en difficulté au Real. Oui, il était en difficulté, mais ça restait un joueur jeune qui avait une cote énorme sur le marché des transferts. Quand même, sortir 220 millions de francs à l'époque, c'était une vraie somme. Je crois d'ailleurs c'était le record en Ligue 1 à l'époque. Ah oui, en Ligue 1, oui, bien sûr. Mais quand je vous dis que c'était improbable, c'était vraiment... En plus, c'était un Parisien de cœur, donc il ramenait un petit peu les titis et les titis parisiens. C'était vraiment impressionnant. Tu ajoutes ça, Dalmat, Luxin, qui étaient quand même deux jeunes qui étaient quand même des noms à Marseille, qui avaient quand même plutôt performé à Marseille. Donc tu avais ça en plus. Tu prends Aleni Marseillais, ces deux pépites. Sur le papier, ça envoie du rêve. Tu distilles un peu de jeunes joueurs avec Bernard Mendy, Sylvain Distin, qui étaient des joueurs pas forcément connus, mais qui avaient une certaine cote dans le football français à cette époque. Parce qu'après,
pour la carrière de Mendy, on pourra en reparler. Tu vas chercher DU qui était en échec à Barcelone. Il y a quand même des noms. Vous vous rendez compte Letizy, qui était un gros espoir également. Il s'est allé chercher à Metz. Ben oui, à Metz, il est déjà international français. Letizy, quand il arrive au PSG. Donc voilà, c'est quand même bien consistant quand même comme mercato. Tu regardes l'équipe type ou même l'effectif, parce que tu as déjà JJ Okocha sur place, tu as Benarbia, tu as en défense, tu as Rabé Sanratana, tu as des joueurs comme Domi. Enfin, il y avait quelque chose. Sur le papier, franchement, en début de saison, on va dire avec peut-être Lyon, c'était vraiment un des favoris, faut pas se voler la face. Sur le papier, tu vois l'équipe au départ, si ce n'est même l'ultra favori. Dans les médias, il y avait quand même peu de doutes. Les gens pensaient vraiment que Paris allait faire quelque chose cette année. Ouais. Et on verra que c'est pas forcément ce qui va se passer. Paris débute plutôt bien la saison. Ça envoie des petits exploits offensifs. C'est impressionnant, il y a pas mal de belles victoires, que ce soit en Ligue des Champions et en Ligue 1, donc on y croit. Et puis tu sens qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se bloque, tu vois, dans l'équilibre de l'effectif. Tu sens que ça tourne pas comme prévu, et en gros c'est une saison assez catastrophique parce que là je vous ai chauffé avec l'équipe, mais au final c'est une saison plutôt catastrophique qui va se dérouler pour le Paris Saint-Germain. T'as une défaite contre 3, il me semble c'est un 5-3 au stade de l'Aube, où là tu commences quand même. Ouais, tu commences à te dire, c'est quand même pas, ça fait vraiment tâche, parce que tu te dis quand même, ce PSG là qui perd 5-3 contre 3, je respecte tous 3, il n'y a aucun problème, mais c'était pas non plus une équipe qui avait des ambitions en Ligue 1. Tu parlais d'Hurtebis tout à l'heure, Mehdi Méniri, bon c'était des noms très honnêtes, mais quand même, tu prends une claque à 3, tu te poses des questions. Après ça, justement, le PSG se refait un peu une santé. Tu as des belles victoires contre Saint-Etienne avec un très beau match de Nicolas Anelka. C'était un festival offensif, il y a eu 5-1 il me semble. Tu bas Nantes qui finit champion. Tu bats Marseille. Déjà la patte gauche. Eh oui, Roten avec le maillot de l'Estac. Désolé, je te coupe, mais il faut quand même le souligner. Ouais, bien sûr. Bah, oui. Oui, c'était. Ouais, mais c'était pas. Enfin, c'était un 3, même s'il y avait Roten, c'était un 3. Voilà, c'était un 3 honnête, mais c'était pas un 3 qui aurait dû normalement terrasser ce grand Paris Saint-Germain. Donc je dis après, ils se refont une petite santé, et au final, à la fin, t'as une défaite. Merci Adrien, une défaite face au Bordelais qui change tout d'ailleurs avec un doublé de Pauletta, et c'est un petit peu le tournant de la saison, parce qu'à partir de là, Paris chute complet. Il me semble qu'à partir de là, c'est plus que 5 victoires. On est à la 13e journée. On est à la 13e journée. À partir de la 13e journée, Paris ne fait plus que 5 victoires sur l'entièreté de la saison. C'est très compliqué. Ça enchaîne beaucoup. Il y a une période de 8 matchs sans victoire, avec, je crois que c'est même 7 défaites et un nul. Donc vraiment, ça sombre, alors que l'effectif est là. Tu vois Bergerot qui galère. Tu as des joueurs en situation d'échec comme Luxin et Dalmat, où on attendait beaucoup d'eux. Dalmat d'ailleurs qui partira au mercato d'hiver. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est mal goupillé. Même dans la presse, ça commençait déjà aussi. Même il y a l'équipe qui sortait des articles assez compliqués sur l'ambiance dans le vestiaire. Tu sentais que les égos avaient été très mal gérés. Enfin, tu sens que ça pue, quoi. Honnêtement, on te vend du rêve en début de saison, et au final, c'est la désillusion complète. Et c'est même pire que ce qu'on pouvait imaginer, parce que vraiment, au final, Paris finit 9e de Ligue 1. Ils finissent à 7 points de la zone de relégation, donc parce que c'est un championnat très serré. Donc au final, c'est pas fameux. C'est que 44 points sur l'ensemble de la saison. Quand ils pensent, avec cet effectif-là, c'était pas le projet de base. Et on reparlera, je pense, sûrement des défaites mémorables, mais il y a des défaites assez dures contre Guingamp, Sedan qui arrivent. Tu as des éliminations en coupe assez précoces, un 4-0 contre Auxerre qui avait fini d'enfoncer le club. C'était vraiment très compliqué. Paris a essayé en plus de réagir à l'intersaison, puisque Philippe Bergerot se fait sauter justement après la défaite contre Sedan, il me semble. Il se fait sauter le jour d'après. Ils ont été très réactifs. T'as Luis Fernandez qui arrive un petit peu en pompier de service. Donc là, je t'avoue qu'en tant que supporter, je me dis bon, peut-être, espoir. Luis Fernandez, voilà, ça incarnait quand même des succès pour le club. Il a un certain réseau. Il te fait venir au mercato des noms connus. Je pense qu'ils vont rappeler pas mal de souvenirs, des noms comme Pochettino, comme Arteta.
Vampeta, Vampeta c'est pas le meilleur souvenir, mais oui, Arteta, Vampeta. Ouais, mais Vampeta, il avait quand même Lucas. sa réputation à l'époque. Ouais. Hein, Ben oui, attention, mais je crois que Vampeta, il continue, enfin il arrive en janvier, il me semble qu'il est dans l'équipe brésilienne championne du monde en 2002. Il faudra vérifier, mais à vérifier, je suis pas sûr. Je dirais que oui, mais pas, en tout cas, clairement pas titulaire. Mais en tout cas, il est brésilien. dans les 23, ouais. Il est dans les 23. Tu vois, il est dans les 23, international brésilien. Mais Vampeta au PSG, je peux te dire que parmi les supporters, c'est un très très mauvais souvenir. Donc voilà, donc oui. Le flow de Pochettino à l'écran aussi. Déjà, à l'époque, en fait, j'ai l'impression que plus le maillot est beau, plus la saison est décevante. Faut faire peut-être une étude sociologique. Est-ce que quelqu'un qui est spécialisé dans la SAP et dans le sport peut se pencher dessus? Au hasard, peut-être Nico. Voilà, c'est pour toi. Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, Samy, c'est que, en fait, ce PSG, justement, projet avec plein de jeunes joueurs français de talent, Dalmat, Luxin, Anelka, dès le mercato d'hiver, t'as un changement de braquet quand même, parce que Dalmat part à l'Inter et échange avec Vampeta, t'as l'arrivée de Pochettino, Arteta, des étrangers. En fait, t'as l'impression que avec le départ de Bergerot, cette intersaison, très vite, en fait, on est passé de tout à rien. C'est assez saisissant parce que ce projet était évidemment alléchant, mais ils se sont rendus compte, pas de leur erreur. Alors, je sais pas, est-ce que s'ils avaient continué dans ce sens-là, est-ce que ça aurait gagné, je sais pas. Mais en fait, j'ai l'impression que très très vite, en 5 mois, on est passé à autre chose. Et c'est vrai que on n'a pas laissé le temps de construire finalement. Est-ce qu'il n'y a pas une petite déception aussi, peut-être pas avoir assez insisté dessus, ou est-ce que tu penses que c'était peine perdue? Non, moi je pense que ça restera quand même une frustration. Sincèrement, franchement, non, mais je sais que je le redis, mais sur le papier, je te dis, en tant que jeune à l'époque, Anelka, Dalmat, Luxin, ça incarnait. Il faut bien se rendre compte que Dalmat et Luxin, ils n'étaient pas internationaux français, mais il y avait une hype autour d'eux. Ça incarnait quand même le futur peut-être de l'équipe de France. En tout cas, dans la tête. C'était deux gros espoirs, oui. Dans la tête des observateurs, Dalmat, Luxin, c'était des futurs internationaux en puissance. Il y aura que Luxin, il me semble, qui va peut-être toucher l'équipe de France. J'ai pas exactement. Peut-être, je crois. Plus tard, quand il est à l'Atlético ou au Celta Vigo, Dalmat, au final, il la verra jamais. Mais à l'époque, on peut espérer beaucoup. Et c'est vrai que il joue sur le côté projet banlieue. C'est une nouvelle époque. Enfin, c'est l'époque aussi où Skyrock commençait à monter. Il faut bien comprendre, il y a le côté rap, banlieue, très mis en avant en France. C'était un phénomène urbain assez nouveau. Moi, je mettais des joggings, je levais la. Ça écoutait jambe. Planète Rap. Ça écoutait Planète Rap. Vous savez, je levais mon jogging sur la jambe droite et je remontais la chaussette. Exactement. Ouais. Mais j'étais ridicule. Ah non, mais j'étais honteux. Hein. Mais c'est pas grave. On assume. J'avais 15 ans, j'étais à fond dedans et ben je kiffais. Je kiffais honnêtement et vraiment ça me vendait du rêve. Donc oui, grosse frustration parce que malheureusement ça fait pas un projet sportif très cohérent. Mais tu sens qu'ils font machine arrière beaucoup trop vite. Apparemment, encore une fois, je vous le dis, apparemment il y aurait eu des problèmes d'ego dans le vestiaire. Ils n'ont pas su gérer ça. En tout cas, Bergerot, qui était un entraîneur réputé très gentil, il n'a pas réussi à gérer ça et ça a vite explosé. Si tu veux, Samy, je peux peut-être t'apporter une précision parce que moi, pour d'autres travaux, j'ai eu Philippe Bergerot en interview et on est forcément revenu sur cette première expérience où lui a été en responsabilité d'un groupe extrêmement talentueux, tu l'as dit, qu'il n'avait pas forcément choisi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être qu'entre les passes droits qui pouvaient être accordés à certains joueurs, son côté, lui, extrêmement strict, et en tout cas sa façon à lui de manager, entre les égos, le poids que les joueurs avaient, qui était quand même supérieur à celui du coach, il faut quand même être très honnête, parce que il faut se rappeler que Philippe Bergerot arrive à la tête du PSG, si je dis pas de bêtises, alors qu'il est entraîneur des gardiens. Il vient en remplacement du coach portugais dont j'ai perdu le nom. Tu vas m'aider peut-être. Arthur Georges, non ? Arthur Georges, voilà, c'était l'année d'avant. Et lui débarque là en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Première expérience à ce niveau-là. Bon, il a l'expérience quand même avec Aimé Jacquet, il est champion du monde. Oui. Donc, il y a une aura. Mais c'est vrai que quand tu ramènes... bling. Il est pas bling pour le PSG d'époque. C'est pas la même génération et c'est pas la même mentalité. C'était pas le coach qu'il fallait pour un effectif de star, quoi. C'est sans doute pas, voilà, exactement. Et à un moment donné, lui me disait qu'il y avait véritable problème entre sa façon à lui de gérer les hommes, qui était plus trop strict, c'est-à-dire on ne sort pas la veille, on n'arrive pas le matin, alors je dirais pas bourré ou quoi que ce soit, mais fatigué, tu vois. Toute la vie nocturne, toute la vie parisienne ne doit pas forcément exister
dans sa façon à lui de manager ses hommes et dans la façon dont il avait de vouloir emmener son groupe le plus haut possible. Et c'est vrai que peut-être, tu le disais, il y a eu des problèmes d'ego, il y a peut-être eu des problèmes plus au-dessus, dans le sens où on accordait peut-être à certains joueurs, et pas forcément ceux qui ont été recrutés en plus, des passes droits par rapport à ça. Et à un moment donné, il y a eu vraiment un gros problème, et je pense que c'est le mieux pour lui d'être parti à ce moment-là, le mieux pour le PSG aussi. Et la symbolique là-dedans, c'est que ça arrive après le 5-1 contre Sedan, qui est quand même l'une des défaites les plus, à la fois l'une des victoires les plus historiques de l'histoire de Sedan, et à la fois l'une des défaites les plus historiques du PSG de l'époque, ou même du PSG tout court. Et c'est vrai que sur ce match-là, et notamment sur la fin de match, tu le vois, il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui a lâché. Et sans spoiler la petite surprise qui arrive après, un des joueurs du CSSA que j'ai eu pour l'émission me racontait un petit peu le contexte de ce Sedan PSG. Et il me disait, nous, quand on est arrivé, on découvrait donc la pelouse du stade du Goguez, on était en repérage, les Parisiens étaient en costard, nous on était en jogging, il y avait des petits regards moqueurs, il y avait une sensation de ne pas se sentir respecté, que les joueurs du CSSA n'étaient pas respectés. Et derrière, ils ont dit, ce qu'ils me disaient, on était des morts de faim, on est rentré sur le terrain, on a voulu, entre guillemets, pas péjorativement, mais les défoncer, leur montrer qu'on était là et qu'on avait des qualités. Se faire respecter un peu, quoi. Exactement. Et qu'on avait des qualités, plus que des qualités juste de morts de faim, de charognards, mais qu'on était des vrais joueurs de ballon. Et il leur en colle 5, et le but de Cédric Mionnet à la fin, où il élimine Letizy, puis le défenseur qui marque dans le but vide, et que derrière il chambre un petit peu en se remettant le maillot comme ça, en disant c'est qui le boss un peu maintenant. Mais voilà le fameux but, merci à Maury. Donc on voit là Cédric Mionnet dans ses exploits. C'était aussi ça, la façon peut-être de faire redescendre sur terre un peu ce PSG qui se voyait peut-être un peu déjà champion. C'est difficile d'assumer un statut de favori. Mais oui, mais tu peux que te voir champion, parce qu'on parle surtout là, on a fait un gros focus sur Anelka, Dalmat et Luxin, mais il y avait déjà des joueurs présents, des joueurs comme Laurent Robert qui sortait d'une très grosse saison et qui d'ailleurs fait aussi une très bonne saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. T'as un joueur comme Ali Benarbia. C'est peut-être même la grande, j'ai pas le mot, la grande satisfaction de la saison. Sûr. International français, il est international. D'ailleurs, je crois qu'il joue la Coupe des Confédérations à la fin de la saison. Avec son gros pied gauche. Bien sûr, Benarbia qui a l'expérience Bordeaux, Adri pour en témoigner. Donc vraiment mettre à jouer au chat. Qui était déjà arrivé il y a 2 saisons, il me semble, avec le statut de gros transfert d'ailleurs, qui est aussi un joueur exceptionnel. Moi, au coach, il m'a fait rêver. Donc voilà, il y avait quand même autour de très bons éléments qui étaient déjà présents. C'est pour ça que la déception est encore plus grande au final, parce qu'il y avait quasiment des étoiles à chaque poste. C'est ça qui est très très frustrant. Et pour revenir un petit peu sur Bergerot et sur la gestion de cet effectif, je pense qu'on est un petit peu obligé de reparler de Nico Anelka. On sent qu'il a jamais été dans le bon état d'esprit en fait avec cette équipe. On a toujours eu certes, il a toujours dégagé quelque chose de très nonchalant, mais après c'est peut-être juste mon impression. Mais moi, j'ai jamais eu l'impression qu'il a été concerné par ce retour au PSG. Au final, oui. Alors que sincèrement, tout était réuni. C'était un scénario digne d'Hollywood. Le jeune enfant de Paris, le jeune homme des banlieues, fan du PSG depuis tout petit, formé au PSG, revient à la maison. Il y avait vraiment tout un scénario autour de ça. Et au début, et c'est ça encore qui est encore plus décevant, parce qu'au début, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Il commence à marquer. Le stade, il est en furie. Moi, à chaque but, j'étais comme un fou. Vous vous rendez compte, Anelka qui marque, maillot floqué Anelka qui marque au parc, mais c'était un rêve de voir vraiment ça, parce que moi en 97 j'étais encore un peu jeune, je m'en rappelais, mais j'avais pas trop de souvenirs. Mais vraiment là en 2000-2001, ça arrive devant moi, ça arrive devant mes yeux, donc j'étais comme un fou. Et tu sens, mais je t'ai dit, tu sens quand même assez vite, on va dire les 2-3 premiers mois se passent correctement, que ce soit en Ligue des Champions et en Ligue 1. Et au moment où l'équipe a commencé à un petit peu mal tourner, alors je sais pas s'il a voulu peut-être parce que
vu le poids de son transfert, le coupable désigné était tout trouvé. Hein, faut pas se voiler la face. Franchement, la presse était déjà à l'époque déjà dure avec Nicolas Anelka. Donc il a toujours eu un traitement particulier. Ça, ouais, après, donc il a tout de suite été pointé du doigt. On connaît son caractère. Est-ce que ça l'a vexé? Est-ce qu'il s'est senti lâché au sein du club? Moi je l'ai jamais eu en interview, donc j'ai pas l'info inside, mais en tout cas clairement oui, tu sens que mentalement il a lâché, et même tu sais qu'il a même failli partir déjà au mercato d'hiver, hein. Il est resté, mais c'est comme s'il était déjà parti. On l'a dit, la deuxième partie de saison il marque 2 buts. Oui, tu sens qu'il y a eu une cassure, et que lui en tout cas est le premier fusible à avoir sauté, parce que même dans le 11, quand Fernandez arrive, je dis pas qu'il est quasi plus titulaire, mais en tout cas, c'est plus le cadre en puissance, la star de l'équipe. Il joue beaucoup moins. Et tu sens le malaise. Et tu sens, pardonnez-moi, mais tu sens qu'il va se barrer. Franchement, dès janvier-février, tu sens que c'est profite, quoi. Il reste 4 mois d'Anelka, profite, et puis ciao, quoi. Que ça prend pas. Après, le fait qu'il n'ait pas donc de poids complémentaire à lui en attaque. Enfin, je veux dire, Christian fait une Christian sortait d'une belle saison. Sur le papier, ça avait de la gueule, le duo Christian-Anelka. Christian, avec Robert Okocha sur les côtés, ouais, mais même. Alors, est-ce que ça ne l'a pas éteint, justement? Est-ce que tout ça n'a pas éteint Christian, qui était quand même un attaquant correct et performant l'année d'avant? De toute façon, il y a eu aucune complémentarité. On pensait que ça allait marcher. Le duo, il a jamais existé. Surtout qu'en plus, à l'époque, Anelka, c'était pas encore cet attaquant qui décrochait, qui tournait autour d'une autre pointe. C'était plus un véritable neuf qui prenait la profondeur. Donc, c'était peut-être pas très complémentaire avec un joueur comme Christian, qui avait vraiment un profil de neuf assez typique, assez classique. Ouais, ils sont marchés dessus, et même par rapport aux autres profils, même un joueur comme Benarbia, où on pensait qu'il allait avoir assez d'expérience pour justement gérer ce genre de situation, au final, à un moment donné, tu avais vraiment l'impression que ce Paris Saint-Germain-là, c'était des mecs qui faisaient leur petit truc de leur côté, chacun de leur côté, et ils se regardaient pas. Tu voyais Okocha qui faisait ses dribbles, t'avais Benarbia qui voulait faire des beaux lancements en profondeur ou des belles transversales, t'avais Robert qui tirait ses coups francs. Voilà, c'était leur truc de leur côté, et il n'y a jamais eu de collectif. Et c'est ça qui frustre encore plus, parce qu'un collectif avec ses joueurs, mais ça aurait été magnifique. En tout cas, dans mon subconscient, ça aurait été extraordinaire, et on n'a jamais vu ça. Donc c'est là où la déception est encore plus grande. C'est vrai que pour le contexte, franchement, c'était il y a 20 ans, mais niveau omniprésence médiatique, un club comme ça sous les projecteurs, c'est ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, avec évidemment la multiplication des supports. Et comme le dit Nico, en plus, c'est vrai qu'il arrive avec ce gilet en laine. C'est vrai qu'il fait un peu star d'Hollywood. On dirait un gilet en laine que, par exemple, pourrait porter un Billy Crawford. Là, c'est vraiment une référence pour mes boomers sûrs. Mais c'est vrai qu'on se souvient, gros prix de transfert dans le documentaire d'une très grosse plateforme qu'on a pu voir. Déjà à l'époque, on sentait que Anelka, en fait, c'était les prémices de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, dans le sens tous les à côté du football, sur chaque performance va être décortiquée, les papiers, les commentaires et tout, et voilà. Après, est-ce qu'il était destiné à vivre ça très jeune? On a l'impression que oui, quand même, quand il enchaîne Arsenal, le Real, le PSG, on se dit qu'il a les épaules pour, mais dans la construction de l'effectif, est-ce que ça suivait derrière? Est-ce que tout était prêt pour lui? On se rend compte que très très vite, il n'y avait pas de collectif, il n'y avait pas d'harmonie au sein de cette équipe, et c'est dommage, parce que c'est lui qui a été entre guillemets le premier fusible, qui a pris beaucoup de critiques, alors que d'autres derrière n'ont pas eu aussi le niveau espéré. Mais alors que la saison d'avant, il y avait un collectif. Paris finit deuxième avec un collectif. Et c'est ça qui te tue, parce qu'en fait, tu vois que le recrutement, il a complètement détruit cet état d'esprit, et on n'a plus revu les séquences de jeu qu'on pouvait voir la saison d'avant lors de cette saison. Donc c'est ça, en fait, c'est en gros, c'est pas non plus que de la faute de Nicolas Anelka, mais dans la tête des gens, et même dans la presse, au final, on s'est dit qu'en gros, c'est l'arrivée de Nicolas Anelka qui a totalement déséquilibré cette équipe du Paris Saint-Germain. Captain Aizen qui demande: quel trio préférez-vous, Ronaldinho, Anelka, Okocha, ou Neymar, Mbappé, Di Maria? Je pense qu'on est obligé de dire le deuxième. T'es obligé, c'est autrement plus efficace. Certes, sur le talent pur, il y a peut-être débat, mais dans l'efficacité, il y en a autant. Franchement, pour voir Okocha et Ronaldinho sur le même pré,
Ouais. Si on les prend, je- attention, par contre, moi je dis que ça me semble évident. Si on prend vraiment Ronaldinho, Anelka, Okocha, époque PSG. Oui. Leur oui. prime, Ouais, mais là même c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, Il y aura un effectivement. autre débat, ouais. Ouais, mais, Ouais, là par ouais, mais contre, là. Ouais, mais le côté nostalgique, quand même, il revient quand même. Et Okocha, quand même, JJ. Un mec qui s'appelle JJ déjà, c'est quand même fou. Rien que dans son nom, il y avait du flow. C'est ça, c'est son premier dribble. Le prénom, c'est c'est ça. son premier dribble. Exactement, il commence là. Ah ouais, non. Okocha, quand il avait envie de jouer, c'était quelque chose. Ouais. C'est vrai. Sa roulette masquée là, qui passait derrière sa jambe. Et je sais pas si Amaury, t'as une petite image en même temps. Mikel Arteta, son petit passage au PSG, faut en parler. Bon, après, c'est aussi pour les plus jeunes, histoire que vous voyez Mikel Arteta joueur, sachant on a déjà vu Pochettino tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut parler un petit peu du passage de Mikel Arteta ? Ça laisse des regrets quand même, il me semble, pour les Parisiens. Ouais, bah c'est une vraie trouvaille. Honnêtement, quand il arrive, personne ne calcule, quoi. Il ramène un gamin de 17 ans, on s'est dit, ouais, et voilà, il veut faire croquer un Espagnol, il y a une histoire d'agent dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est vrai. Arteta, personne ne le connaît. Il est même pas international, il vient pas d'un gros club espagnol. Qui a exactement la même dégaine, la même coupe de cheveux qu'aujourd'hui, hein, c'est incroyable. C'est le même. Il n'a pas bougé. Ah ouais. Et au final, il s'impose dans le jeu. C'est ça qui est impressionnant. Il s'impose dans le jeu. Il montre une maturité tout de suite sur le terrain. C'est ça. En tout cas, moi, c'est ça qui m'avait marqué. Le gars, il a 17 ans, mais il joue comme un daron de 30 ans. C'était une vraie trouvaille. Pochettino, un peu moins. Il a stabilisé un peu la défense. Parce que DU, il était totalement aux fraises, mais c'est vraiment Arteta qui est la recrue principale et on va dire la réussite de Fernandez. Il me semble qu'il y a un troisième Espagnol qui arrive, je crois que c'est De Lucas. Ouais, exact. Lui, qui fait pas une grande carrière. Hein. Non, c'est clair que au Paris Saint-Germain, il a pas marqué l'esprit, mais vraiment, ça on va dire que c'est l'éclaircie, parce que quand même une éclaircie, tu finis 9e et c'est une catastrophe dans les coupes nationales et en Coupe d'Europe, donc bon, c'est pas fou, mais on va dire l'éclaircie, ouais, c'était l'espoir. Tu te dis, bon, peut-être qu'on va repartir avec un milieu de qualité. L'été d'après, t'as Ronaldinho qui arrive. Et bon, après, on connaît l'histoire. Arteta ne reste pas longtemps au Paris Saint-Germain, malheureusement. Mais oui, on va dire que c'est la légère éclaircie dans le mercato parisien sur cette saison-là, c'était Arteta, clairement. Ouais, parce que c'est dans le jeu, puis il avait ce profil auquel on n'était pas habitué aujourd'hui beaucoup plus, mais il avait un profil vraiment très très fin au milieu de terrain qui allait dénoter un petit peu avec les critères habituels de la Ligue 1, de la D1 de l'époque, quoi. Pour un milieu aussi reculé, c'était quand même assez, entre guillemets, j'abuse un petit peu, mais pas loin, assez original, on va dire. Mais c'est vrai que c'était vraiment un très très beau joueur. Et je me souviens à l'époque, même moi, je ne suis pas parisien, hein, moi je suis niçois, mais même moi à l'époque, je me dis mais pourquoi il se barre, pourquoi il le garde pas, je comprenais pas. Je me suis dit là, il y a un truc qui cloche, quoi. Vraiment, il part où, aux Rangers, il me semble, c'est ça. Ouais. Qui est équipe qui a affronté le PSG en Coupe UEFA en 2001-2002. Et non, mais franchement, Mikel Arteta, moi j'ai un bon souvenir de son passage au PSG, hein, comme tu dis, un joueur fin avec un profil un peu différent, grand copain de Xabi Alonso à la formation basque de la Real Sociedad. Et non, pour le coup, c'était une bonne trouvaille de Luis, parce que c'est Luis Fernandez qui va le chercher dans le centre de formation du Barça. Ouais. C'était vraiment une belle trouvaille, effectivement. En termes d'implication aussi rapide dans un club comme le PSG, dans une ville comme Paris, c'est très rare pour un étranger de s'adapter. En plus, tu l'as dit, il avait 17-18 ans, c'était un gamin. Ça montre déjà une certaine maturité, et puis qu'on a vu de toute façon au fil de sa carrière après, mais ça montrait qu'il avait des prédispositions énormes pour jouer dans un contexte extrêmement défavorable. Puis ça montrait que ce Paris Saint-Germain-là, si c'est un jeune de 17 ans qui vient stabiliser ton milieu, que les problèmes étaient profonds. C'est plutôt inquiétant justement de voir un jeune de 17 ans qui avait, il me semble, je suis même pas sûr qu'il avait des matchs en pro quand il arrive en Division 1. Donc vraiment, c'était quelque chose, c'était un pari risqué, et au final qui s'est révélé positif pour Fernandez. D'ailleurs, Fernandez, il croque encore dessus, quoi. Il en parle encore, tu vois. C'est une de ses fiertés et c'est totalement compréhensible.
Allez, on va enchaîner avec le sujet suivant. Juste après, on se fera un petit top but également, hein, le top but de la saison. Mais tout d'abord, on va parler d'une équipe que certains ont probablement dû oublier depuis le temps, que d'autres ne connaissent même pas, hein, certainement les plus jeunes parmi vous. Le CS Sedan-Ardennes, on en a déjà un petit peu parlé donc, dans cette émission, parce que les Sangliers avaient carrément brillé cette saison-là. Un club qui découvrait encore l'élite et avec très peu de moyens, mais qui n'avait clairement pas peur de personne. Effectivement, je pense que tu as résumé en gros, si on devait pitcher cette saison-là et cette équipe-là, je pense que c'est les bons mots qu'il fallait choisir. On parlait tout à l'heure de belle histoire avec le FC Nantes de Denouex. Celle-là, elle a encore un goût un petit peu différent parce qu'on est sur une équipe donc qui était montée de national en D2, puis de D2 en D1, avec des joueurs qui clairement n'étaient pas désirés et qui s'étaient fait jeter des principaux centres de formation de France. Alors, ça évoquera peut-être des souvenirs à certains, mais Nicolas Sacchi n'avait pas été conservé par le SCO d'Angers, Cédric Mionnet n'avait pas été conservé par le RC Lens, Pius Ndiefi venait de Valence, Olivier Quin venait d'Épernay, donc à côté de Reims, Pierre de Bloch d'Amiens, Alius Cissé du LOSC, Alex Di Rocco de Troyes, bref, on aurait pu faire toute la liste, mais on se rend compte que ces joueurs-là, leur dernière chance, entre guillemets, pour jouer en pro, voire même en semi-pro, quand ils arrivent dans ce groupe de national en 97, eh bien, c'est Sedan-Ardennes, qui est un petit club, qui est à deux doigts de tomber encore plus bas pour des raisons financières et administratives, qui est à l'époque coaché par Bruno Metsu. Et puis ce groupe qui va il va se construire quelque chose autour de ces joueurs-là, de ce noyau dur-là. Et donc, Ligue 2, D2, puis D1, la première saison, donc celle juste avant la saison 2000-2001, le CS Sedan finit 7e avec Patrick Rémy. Ouais. Donc Coupe Intertoto a joué en début de saison suivante. Et c'est un peu le début de la gloire, je dirais, parce que vous en aviez déjà parlé dans l'émission la dernière fois, rapidement. On sentait déjà cette équipe de guerriers, cette équipe de revanchards, mais pas que, parce qu'il y avait des excellents joueurs de ballon. La preuve, Pierre de Bloch était parti dans l'Auxerre, dans le bon Auxerre de Giroud. Olivier Quin. D'ailleurs, Sedan, c'est un peu une histoire à la Giroud, hein, à la Auxerre, avec ses montées successives, avec très peu de moyens. Comme ça, ouais. Clairement. Et pour parler du côté un peu parallèle avec la Bourgogne, un peu comme Samy, moi j'ai toujours été fan de l'OM, mais j'ai grandi pas très loin de Sedan, donc il m'arrivait d'aller voir les matchs. Et effectivement, les Ardennes, c'est pas un département ultra branché. C'est pas oh, le bel euphémisme. Les gens vont pas forcément, tu vois, en vacances à Charleville-Mézières ou à Rethel. Ah bon. Donc, c'était la fierté de tout un département. Et c'était la façon aussi de mettre la lumière sur tout un département qui est un département extrêmement pauvre, qui est un peu comme ce qu'on peut voir à Lens, à Auxerre, ou à Guingamp. C'est ce même type de petit village de France où se monte une grosse écurie à un moment donné, et eux représentaient un peu l'espoir de tout un peuple, tu vois, de se montrer enfin. Ouais, bien sûr. Et donc il y a eu un changement de stade en début de cette année-là. Donc on est passé du stade Émile Albaut qui avait 17-18 000 personnes, où vraiment c'était un terrain un peu à l'ancienne, où les mecs étaient au grillage, les supporters étaient au grillage à 30 cm de la ligne de touche. Enfin, c'était une cocotte minute. Au stade Louis Dugauguez, 25 000 personnes, avec un petit peu plus, comme on peut le voir sur les images là, un peu plus de dispense, un peu plus feutré. D'ailleurs, ce qu'ont regretté une partie des joueurs, ce changement de stade. Mais d'ailleurs, le stade n'était pas dans un quartier un peu chaud ? Alors, quartier chaud à Sedan, c'est un grand mot. C'est relatif. C'est relatif. C'est un quartier, effectivement. Ça a été aussi fait pour dynamiser un petit peu la ville. Il est au centre plus ou moins centre-ville, hein. Mais effectivement, c'est pas le beau Sedan. Voilà, c'est pas le meilleur coin, mais ça a été construit juste à côté de l'ancien stade, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment 1 minute à pied entre les vestiges du stade Émile Albaut qui n'était pas encore totalement détruit et le nouveau stade, le stade Louis Dugauguez. Et sur cette année-là, pour le coup,
on va retrouver cet état d'esprit de copains. Ça démarrera par la Coupe Intertoto. Ils vont éliminer dans un premier temps un club islandais assez facilement, puis tomber logiquement contre Wolfsburg. Bon, fin de l'aventure européenne, mais déjà ramener une Coupe d'Europe à Sedan, c'était une folie. Et puis la saison qui va suivre, et on le voit sur les images depuis tout à l'heure, merci à Maury, avec le recrutement de quelqu'un comme Tony Brogno, voilà, qui était un attaquant de complément, eh bien on a vu un nouveau CSA. Alors je sais pas s'il y a l'équipe type qui peut être affichée. C'était tactiquement un 4-4-2 relativement à plat, avec à l'inverse du FC Nantes, pour le coup très peu de jeunes, beaucoup de darons, qui avaient été complétés par 2-3 petites recrues, type Moussa Ndiaye, type Salif Diao, qui étaient deux jeunes qui venaient de Monaco. Et puis autour, on avait les darons, Satora, Oliveira, donc à eux deux, je pense 60 de vitesse sur FIFA, mais impassables dans le duel. Cédric Elziar et Jean-Louis Montero, qui étaient effectivement c'était pas les profils des latéraux modernes, ça montait très peu, mais c'était un jeu de transition assez fou, avec sur les ailes Moussa Ndiaye, qui était vraiment une mobilette et un Golgoth d'une puissance assez folle, et Olivier Quin, qui était l'atout technique, et on le voit là, le caviar, voilà, c'était le pied gauche d'Olivier Quin. Alors je sais pas si avant de rentrer dans d'autres choses, où ça vous évoque naturellement des souvenirs. Là on voit un beau but contre Bordeaux, Adri, je pense que ça te fait toujours plaisir. Ouais, bah forcément. Bah après, c'est vrai que ce Sedan-là, tu savais que si t'allais à Émile Albo, c'était une galère. C'était vraiment le terrain traquenard. Ça, je me souviens que c'est comme un peu finalement le Stade du Ré. C'est une ambiance un peu à l'ancienne où public hostile, très très proche. Tu sentais un peu une cuve où ça pouvait dégoupiller à tout moment. En fait, ce qu'a vécu le PSG, alors ça c'était pas Émile Albo, c'était à Dugauguet, mais c'est ce que beaucoup d'équipes pouvaient ressentir, c'est qu'à tout moment cette équipe, si elle était dans un grand soir, tu pouvais repartir avec des valises très très lourdes. Et mine de rien, je réponds juste à une question de Zizine qui nous dit dans quelle division est Sedan. Aujourd'hui ils sont en CFA, donc voilà, si tu veux lancer une carrière sur Football Manager, c'est un très très bon challenge. À part ça, c'est vrai que cette équipe, elle est charismatique, tu l'as dit, c'est une bande de copains. Et en même temps, c'est des joueurs aux carrières un peu brisées dès le début, qui ont envie de se relancer. Et toujours, quand tu as une deuxième chance dans le football, tu as envie de la saisir. Et eux, ils se sont dit ok, dans ce projet-là, on avait toute notre place pour s'exprimer. Et je n'oublie pas qu'en plus, ce Sedan-là, à la trêve, à mi-saison, était premier. Hein. Franchement, ils ont eu 4-5 journées, ils étaient en tête du championnat. C'est ça. Il y a 3 journées de suite où ils sont premiers, ce qui est assez fou. Alors je sais pas, c'est peut-être le moment du coup, Alex, de lancer la petite surprise. On a rencontré Cédric Mionnet cette semaine, qui nous parle justement on a retrouvé Cédric Mionnet. Il était pas bien loin, mais on l'a retrouvé quand même. Mais qui nous parle un petit peu de la création de ce groupe et puis de cette année-là. Oui. Bon, nous, on faisait pas de bruit, on était bien à notre place, mais on avait les dents longues, parce que faut se rappeler aussi que ce noyau dur, c'était quand même les joueurs oubliés, hein, on nous appelait, parce que avec Olivier Quin, Pierre Debloc, Nicolas Sachi, avec Pius Ndjefi, tous des joueurs qui ont été quand même virés de centre de formation. Et puis on a eu cette chance de se retrouver à Sedan, dans un club qui était ambitieux, dans un club où on a eu cette chance de pouvoir évoluer rapidement, parce que à l'origine, quand même, en 97, on est arrivé dans ce club avec Bruno Metsu, où derrière il y a eu un dépôt de bilan. Il a failli avoir un dépôt de bilan. Donc, et puis on vous dit, bon, on ne sait pas si on va terminer la saison, vous pouvez partir. Ça fait tout drôle. Donc c'est pour ça que ce noyau s'est créé, c'est grâce à ça. Et puis après, l'épopée a été que de National, on est monté en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1, en passant par une finale de Coupe de France. Et puis après, l'UEFA, donc les Coupes d'Europe. On est parti de rien. On savait d'où on venait, et c'était vraiment notre force. C'est qu'on prenait vraiment un plaisir énorme sur le terrain. Moi, j'ai des souvenirs où, faut savoir, quand on n'avait pas de lieu d'entraînement, on allait de village en village s'entraîner. On allait à Cheveuge, on allait à Avrigny-au-Bois, tous des petits villages aux alentours de Sedan, où ça forge un mental, et
vous savez très bien que le fait que de passer dans des terrains, de bons terrains, mais de village, et de passer à jouer au Vélodrome ou au Parc des Princes, je peux vous dire qu'on savoure d'autant plus par rapport à d'autres clubs. C'était ça aussi le CS dans Ardennes de l'époque, une bande de copains, des joueurs qui se sont construits vraiment dans l'adversité, emmenés par quand même Alex Dupont qui venait de gagner la coupe avec Guignon. Donc c'était le regretté Alex Dupont. Le regretté exactement Alex Dupont. Et pour répondre à Captain Eisen, tactique simpliste, le box-to-box à l'anglaise, beaucoup d'efforts et d'abnégation. Un peu plus que ça quand même parce qu'il y avait une touche technique et je pense qu'on l'a vu au gré des buts qui sont passés. Mais quand tu dis beaucoup d'efforts et d'abnégation, je suis assez d'accord avec toi justement parce que c'était vraiment une équipe de darons. Ça aurait pu tous être nos papas à l'époque et ça n'aurait choqué personne. Mais c'est à l'image aussi du département très très travailleur, je dirais. Et ce côté-là, il a été tout le monde en a un petit peu joué. Pour l'anecdote, le sponsor à l'époque, qui était une marque de voitures, de petites voitures, les gens comprendront sans doute de quoi on parle, avait offert à chaque joueur des voitures avec leur nom et le numéro sur la portière. Et ils avaient plus ou moins, alors pas forcément obligation, mais tous se baladaient dans les rues avec leur voiture. Donc vous imaginez bien que quand il y avait la voiture de Cédric Mionnet au niveau du Leclerc, tout le monde essayait de le trouver tout le monde essayait de le trouver, tu vois. Alors attends, si t'as envie de passer incognito la voiture, merci bien quoi. Et lui-même racontait que, en gros, il était obligé de se garer super loin, d'aller faire ses courses un peu à pied, etc. Sinon c'était la cohue, c'était la folie. Mais eux, ils aimaient ces moments-là. Ils rencontraient très régulièrement les supporters, quasiment après chaque match à domicile. Il y avait vraiment ce côté, on est tous ensemble en fait. Et ils étaient pas 11, ils étaient tout un département. La petite démarche de Mionnet sur le but contre Paris me fume. On dirait une espèce de petite danse à la McGregor, tu sais. C'est vrai qu'il y a un truc. Ah mais quand il m'a raconté effectivement que c'est le mec vexé, tu vois. C'est le mec vexé d'avoir été moqué 2 heures avant au repérage de la pelouse. Et on le voit, de toute façon, ils avaient une force offensive avec Pius Ndiefi notamment. Samy en a parlé tout à l'heure. Avec Tony Brogno, avec plein de joueurs comme ça qui sont assez... je dirais pas que c'était des one-hit wonder et qu'on les a jamais revus dans d'autres clubs après, mais presque, parce qu'au final, hormis Salif Diao qui va jusqu'à Liverpool après ça, ces joueurs-là auront connu leur pic de leur carrière lors de ces 2 ou 3 années-là, avec donc en prime une 5e place à la fin de cette saison-là. Et tu as commencé à le dire, Adri, et je te laisserai reprendre là-dessus. On rappelle quand même que Cédric Mionnet a joué pour l'OGC Nice, s'il vous plaît. Oui, alors... C'est autre chose que Liverpool. Alors pour la petite info aussi, Cédric Mionnet, ça va faire la transition. Quand ils sont véritablement à la lutte pour le titre, entre guillemets, parce qu'ils sont à la lutte pour le titre pendant longtemps, il y a une série de blessures. Du gardien extrêmement charismatique, et je pense qu'Amo a les images de Nicolas Sacchi, qui était un peu l'une des mascottes, qui avait sa chronique dans Téléfoot à l'époque. Gros charisme. Et puis des connards en fait, c'était toujours la bonne, c'était toujours le bon petit mot, c'était vraiment des bons mecs, c'était une bande de bons mecs. Et ces blessures-là, Sacchi, Mionnet contre Nantes à la moitié de la 2e partie de saison, Tony Brogno aussi, auront mis un terme à leur espoir d'aller chercher vraiment plus haut que la 5e place. Et je pense que c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure, Adri. C'est exactement ça. C'est vrai que ils auraient pu rêver de mieux, mais bon, tu termines à 16 points de Nantes, t'es à 52 points, mais en même temps, tu as fait quand même un très très beau championnat, une première partie de saison flamboyante. Peut-être un peu de regret. C'est intéressant ce que tu dis sur finalement l'après-carrière de ces garçons-là. Est-ce que c'était pas parce que justement ils se sentaient enfin chez eux, dans l'équipe qu'ils ont toujours cherché, qu'ils n'ont pas su, qu'ils ont performé à ce point. Faut vraiment, pour les gens qui n'ont pas connu ce Sedan-là, vraiment se dire qu'à l'époque, j'insiste, c'était très très dur d'aller les chercher, surtout chez eux, et même quand tu les recevais, tu savais jamais trop à quoi t'attendre. C'était vraiment une équipe surprise, capable de tout.
Et ça fait vraiment plaisir de revoir les images de ces garçons-là, parce qu'ils étaient attachants, les Mionnet, les Saki, les Quin. C'est vrai que c'était des joueurs, et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis aussi sur l'aspect technique. C'était pas juste des mecs qui mouillaient le maillot, c'était vraiment aussi une qualité, une touche technique supérieure, parce que je remarque que sur la plupart des buts, c'est quand même extrêmement varié. Après, il y a surtout cet apport dans la surface, ça se projette extrêmement bien. Non, franchement, ce qu'a proposé Alex Dupont cette saison-là, c'était extrêmement costaud. Mais je pense aussi ce qui a. C'était pas Bruno Metsu aussi? Alors, Bruno Metsu, c'est le début de l'aventure. C'est avant, ouais. Ah, Parce que d'accord. là, à cette époque, il est déjà sélectionneur du Sénégal. Et d'ailleurs, il pioche dans Sedan avec Salih Diao et Moussa Ndiaye pour qualifier le Sénégal pour la Coupe du Monde de 2002 et faire une finale de CAN aussi contre le Cameroun, perdu d'ailleurs. Le Cameroun de Hussein Défi. Mais il y a comment dire, ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense que le sympathie aussi qui a accompagné durant cette saison, parce qu'aussi on revient avec le parallèle avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'à l'époque justement en juillet on parle beaucoup donc des millions de francs et tout, de l'argent investi du côté bling bling, et Sedan c'est totalement l'opposé, et je pense que les gens avaient été un peu peut-être gavés par voilà le côté on met beaucoup d'argent, on est un peu hautain, on est un peu condescendant, et Sedan justement vraiment apporter quelque chose de totalement différent avec des valeurs complètement différentes, et je pense que ça les a aidés aussi à gagner une très belle cote de sympathie, en plus bien sûr de leur qualité sur le terrain et de leur jeu chatoyant, parce que tu l'as très bien dit Adrien, c'est que c'est vrai que quand tu allais là-bas, tu savais que parfois ça pouvait dégoupiller et ils allaient t'en coller 4, 5, c'était impressionnant, c'était pas non plus parce que c'était pas une équipe qui en fait 5 à tout le monde, mais c'est vrai que parfois il y avait un truc qui se déclenchait, et folie avec en plus c'était un petit stade, les supporters assez chauds, proches du terrain, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui se passait parfois et tu savais que ça pouvait dégoupiller et tu pouvais prendre ta part assez facilement, et avec les joueurs offensifs qu'ils avaient, tu as très bien parlé, moi c'était Moussa Ndiaye et Hussein Défi qui m'avaient beaucoup marqué de par leur puissance et leur abnégation, ça allait toujours au bout, c'était peut-être pas non plus les plus beaux à avoir joué ou les plus grands esthètes que la Ligue 1, que la Division 1 de l'époque. Ah mais bon, ils faisaient avec leurs moyens. Mais voilà, mais ils faisaient, mais au final, c'était efficace et c'était plaisant à voir. C'était plaisant à voir. Il y avait quelque chose dans cette équipe de Sedan. Il y avait une étincelle, une âme que toutes les équipes n'avaient pas. Paris Saint-Germain à cette époque-là n'avaient pas. Et une âme qui après a été perdue, de toute façon, qui a été perdue mais par le départ de certains, et je pense que la rupture, elle vient aussi du départ à la fin de cette saison-là d'Olivier Quin, qui était quand même le maître à jouer, la pièce plus ou moins maîtresse offensivement de cette équipe-là. Qui part à Nantes. Qui part à Nantes, mais comment lui en vouloir pour jouer la Ligue des Champions, avec le champion en titre? C'est logique, c'était dans son plan de carrière. Et c'est vrai que derrière, il y a une élimination un petit peu honteuse contre les Tchèques de Příbram l'année d'après en Coupe UEFA. Et puis le début des plus ou moins déboires, ou en tout cas ils ne reverront plus jamais. C'est ni cette étincelle dont tu parlais et qu'ils ont cultivé avec leur public, qu'ils ont cultivé avec leur président qui était un entrepreneur local à l'époque, qui était Pascal Urano, qui était dans le BTP et qui lui-même apportait son argent. Alors l'histoire c'est mal fini, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup donné pour le club, qui a reconstruit un stade avec la ville, le département, beaucoup de gens qui se sont mouillés même politiquement pour garder cette étincelle le plus longtemps possible au niveau des Ardennes, et derrière forcément le foot c'est cyclique, et plus jamais ils ne reverront plus belles émotions que celle-ci, malgré quelques finales de Coupe de France et autres qu'ils auront pu vivre dans les années suivantes. Mais dont une perdue contre Nantes. Juste avant, dont une perdue contre Nantes, et après c'est contre Auxerre. À la dernière seconde, avec un but incroyable de Stéphane Noro, qui fait partie de cette deuxième génération, l'époque Henri Camara, Stéphane Noro, Di Tommaso, c'est la seconde génération un petit peu. Ouais. Allez, on va passer au top but de la saison. Amaury nous a préparé une petite sélection, on va voir ça tout de suite, et après on se fera les 2 dernières chroniques de l'émission. Allez, avec plaisir. Let's go. Un petit Paoletta, on espère, Amaury, dans la boucle.
Ouais, déjà, Swiarzewski. Bah, faut savoir en fait que moi, par exemple, pas tout le monde a vu. On ne sait pas quels buts ont été sélectionnés en fait. C'est ça. Ah ouais, belle Voilà. patate. Ça, on est sur la qualité. Suspense. Mais à chaque fois qu'il y a des beaux buts, on voit Revo ou Porato, c'est terrible. C'est souvent. Hein. C'est souvent. On rappelle Grigorini aussi, dans un autre sens. Ouais. Jocelyn Gourvenec. Gourvenec, quel joueur. Alors, Très bon numéro 10. Pour l'anecdote, je crois que c'est un gardien joueur, parce que je crois que le gardien avait été expulsé sur une sortie malencontreuse. Je me suis occupé de ce but. J'ai perdu le nom de ce joueur qui est investi, mais vous pouvez voir que la parade n'est pas certaine. le saut n'est pas académique. Voilà, c'est exactement ça. Ouais, mais il plonge quand même pour la photo, c'est pas mal. Ouais. C'est exactement ça. Bon, voilà, il est là. Le fameux. Ouais. Aïe, ça pique. Aïe. Ouf. Ouais. La passe D de qualité déjà. Ah, celui-là, je crois que personne ne l'avait oublié. Hein. Et je pense que Dominique Casagrande ouais. est très très mal. Ça doit faire si mal de prendre un but comme ça. Ouais, C'est terrible. Pas que lui. Hein. Il sort de nulle part. C'est vraiment le genre de but que tu dois jamais prendre. En tant que gardien, ça pique, ouais. Ah ouais, non mais. En même temps, le mec est complètement Il est très haut. en dehors de sa surface. Enfin, Il est très très haut. Wow. Mais normalement, Pauletta récupère jamais le ballon. Ouais. C'est ça. Mais Incroyable. il était malin, il était toujours bien placé et tout. Après, ce coup d'œil, faut l'avoir. Hein. C'est comme Fekir l'avait fait contre Bordeaux. C'est vraiment un truc de pur instinct. Même si je sais pas, vous en souvenez, Samuel Khalifa avec Evian contre Ospina. Ouais. Ah oui, je m'en souviens très bien, oui. Très Celui-là, bien. je me rappelle. Celui-là, je me rappelle, il m'avait marqué. Le missile téléguidé. Ouais. Contre Et du Lens. gauche en plus. Hein. Ouais. C'est contre Lens. C'est il me ça. semble. Ouais, c'est Lens. Celui-là. Ouais, celui-là, il Oh là là était. là C'était les prémices de la future domination lyonnaise sur les saisons suivantes. Dites-nous sur le chat à la fin lequel vous préférez sur les 10. Et du gauche en plus, attention. Pierre Lucarne du gauche. Guillaume Varmuz peut rien faire. Ouais, il Alors que c'est sale, Guillaume Varmuz, celui-là. quand même, attention. Très très sale. Ouais. Incroyable. Alex Diaz, le On fameux. reste sur du brésilien. Ah, ça j'aime beaucoup, c'est le dribble au début. Bam. Sur deux touches. Ouais, exactement. Le double contact qui fait extrêmement mal. Alex qui a quand même qui avait fait une saison 99-2000 extrêmement marquante, on avait parlé. Mais même si Saint-Étienne descend en 2000-2001, il était toujours là quand même. Il était toujours là. Ouais, il marque sa dizaine de buts quand même. Ouais. Il me semble sur la saison. Celui-là était beau là. Et Le but de puis, Quinte. C'est dans le 3, en plus, Aïe. il y a une petite rivalité régionale. Magnifique. Donc celui-là, il vaut 2 buts. Ouais. Et ça donne des regrets parce que Quinte, après, en signant à Nantes, c'est un échec total. Et ça signe un peu la fin de sa carrière, en tout cas au très très haut niveau. Mais quand tu voyais ce qu'il était capable de faire à Sedan, c'est quand même dommage, c'est quand même frustrant de voir qu'il échouait ensuite à Nantes, alors que Nantes pouvait correspondre à son style de jeu. C'était le Rivaldo des Ardennes. Hein. J'aime beaucoup la comparaison. Ah oui. Propre. Classique. Mais franchement, que ce soit 99-2000, 2000-2001, le nombre de top buts qu'a mis cette équipe de Sedan dans différentes positions, c'est assez remarquable. C'était un autre style de célébration quand même à l'époque. Hein. Ouais. Ah bah ça change du cœur avec les doigts. Hein. Ouais, il y avait moins de travail. Plus instinctif. Villemotte. C'est vrai que je l'avais oublié lui. Mais pour ça, Villemotte, c'était pas mal Villemotte. Hein. Il avait sa petite bedaine. Il avait déjà un certain âge. Hein. Ouais, il était peut-être. Et encore, hein, il devait avoir 31 ans là. C'était pas non plus. Il fait la Coupe du Monde 2002 avec les Diables. Et c'est pour ça très bonne Coupe du Monde d'ailleurs. Et je remarque que c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on met des joueurs, vous savez, couchés sur la ligne de coup franc, c'est pour éviter ce genre de but. Ouais. C'est pas faux. Bah ouais, c'est totalement pour ça, bien sûr. C'était un buffle sur un terrain, il était vraiment. Et même il était pas mauvais avec le ballon, attention. Hein. Vous aviez une sacrée ligne d'attaque, hein. Ah bah on rigolait pas à l'époque, hein. Ça c'est une certitude. Hein. Un peu de Gallardo, il était encore là, effectivement. Ouais, c'est quoi la première de Liga Legends, c'était sur le Monaco 99-2000. C'est vrai que on peut toucher deux mots après aussi de la chute de ce Monaco, quoi. Ouais, qui finit en deuxième partie de classement en fin de saison, quoi. C'est fou. C'était les débuts d'Abidal, il me semble aussi, il commence cette saison. Ouais.
La perte de David Trezeguet, ça leur a fait mal. Il y a encore Marco Simone, Gallardo, Giuli, mais il y a eu beaucoup de départs de garçons qui étaient finalement là. Et ce qu'on avait dit avec Ludovic Giuli, je vous invite à voir le replay sur pourquoi finalement ce Monaco-là a moins marqué les autres, alors que c'était vraiment un très très beau Monaco. C'est aussi parce que ces garçons-là n'ont pas pu rester dans la durée, dans la continuité. Le 11 n'a pas pu s'installer dans une forme d'hégémonie, comme on a pu le voir avec l'OL. Oh, Philippe Delahaye, je l'avais complètement oublié. Moi, j'avais plus de souvenirs de lui à Montpellier. Avec Robert, c'était la doublette avec Robert, c'était Laurent Robert, Philippe Delahaye. C'était d'ailleurs, je crois qu'ils partent au même moment d'ailleurs. Je crois que Delahaye part à Rennes et Robert part au PSG. C'était les deux Montpelliérains. C'était le Rennes de Severino Lucas. Le fameux. Le fameux. Merci à Maurice, c'était très joli top. Ouais. Vivement Steph Pedron, le Juninho de Wish. C'est dur. Ah, mais ceci dit, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on met des buts de Pedron dans cette émission, à chaque fois, c'est du golasso. Ça c'est une certitude. Même moi, je me souvenais pas qu'il mettait d'aussi beaux buts à l'époque, quoi. Vraiment, c'est assez incroyable. Du coup, préférence pour lequel, messieurs? Moi, j'avoue que la grosse frappe sous la barre d'Olivier Kahn. Celle-là ça c'est. Ouais. Paoletta pour le coup d'œil, parce que on est dans une émission, faut pas être objectif, donc je vais dire Paoletta. On va partir sur 15 parce que Paoletta, on va essayer de l'oublier. Là, j'ai déjà trop parlé de Paoletta, c'est trop facile. C'est vrai. Non, mais hommage à Olivier Kahn, c'est vrai que ce but est fantastique et on aime beaucoup ce joueur. Paoletta numéro 1 pour John Kaiser. Non, pas de Marseille, bizarrement. C'est bizarre ça. J'ai cherché les buts de Georges Weah et de Marcelino, mais bon. Erreur 404. Notre requête n'a pu aboutir. Comment te dire, on parlait tout à l'heure du maillot et de la coupe peroxydée de Marcelino. Il est là sans être live, tu vois, derrière. Bon, allez, on continue avec un petit focus. Tu penses à qui aujourd'hui, Adri ? Écoute, quel est le joueur oublié que tu vas nous faire revivre? Je vais penser à un attaquant qui a marqué la Corse, le Sporting Club de Bastia avec Frédéric Ney. Pourquoi je pense à lui? Parce que c'est extrêmement intéressant, ça a à la fois une individualité très forte, mais aussi c'est aussi un joueur de duo avec Pierre-Yves André, et j'ai même envie de dire de trio avec Pierre-Yves André et Yann Lachuer, parce que ce Bastia-là, offensivement, c'était extrêmement plaisant à voir. Frédéric Ney, j'avais le souvenir que c'était un attaquant très fort, qui a eu un petit passage à l'OL qui n'a pas fonctionné et qui est revenu en Corse pour performer. Et au final, Frédéric Ney, c'était un attaquant, tout ce qu'il y a de plus complet, parce que mine de rien, dans la surface, il était vraiment doué, un renard des surfaces, mais aussi quand il partait dans la profondeur. C'est-à-dire que tu pouvais le lancer et il pouvait soit te lober le gardien, soit réussir à revenir sur son pied droit pour enrouler sa frappe. Et c'était extrêmement plaisant, je pense, pour Bastia d'avoir un attaquant aussi complet. Et il a marqué, je pense, la Ligue 1 parce qu'il y avait ce duo-là avec Pierre-Yves André, c'est incontournable. Et en discutant dans cette émission pour préparer, je pense notamment à Nico qui devait la faire, c'est vrai que ça fait partie de ces duos mythiques de la Ligue 1 qu'on aime tant. Et on aime surtout les mettre en avant parce que Frédéric Ney, il sentait extrêmement bien les coups, il se déplaçait très très bien, un peu à l'image de Sonny Anderson au final, c'est-à-dire que tu pouvais le lancer sur le côté gauche, le côté droit, et il réussira toujours à trouver le tir juste ou la bonne passe pour faire la différence. Et c'est vrai que ce Bastia-là... je trouve qu'il a un petit côté de Michael Pagis, un peu dans la dégaine assez grande, pas extrêmement rapide, mais tout est fait tout en finesse, tout est très intelligent. C'est exactement ça, c'est vrai qu'il y a du Pagis dans ce Frédéric Ney, qui savait extrêmement bien se placer à la limite des défenseurs. Ouais, je dis Wally, je me souviens de lui à l'OL en équipe de France. C'est vrai qu'il y a eu un petit passage, Frédéric Ney, je crois en bleu, je sais pas combien de sélections exactement. Il a fait qu'une sélection en Coupe des Confédérations contre l'Australie. Merci beaucoup. À la fin de la saison d'ailleurs. C'est ça. Il termine la saison avec 16 buts, troisième meilleur buteur du championnat derrière les incontournables Paoletta et Sonny Anderson. Et c'est vrai que Bastia, à cette époque, on sait ce que c'était Furiani, c'est une ambiance, c'est quelque chose de spécial, mais surtout offensivement, c'était extrêmement dangereux. On a parlé de Sedan où tu savais que ça allait être un bourbier, mais Furiani, c'était aussi le cas. À cette époque, tu savais que tu pouvais repartir avec une petite valise s'ils étaient inspirés. Alors, sur cette saison-là, à Bastia, ils ont quand même eu un gros creux. Je crois qu'ils ont eu 2 mois sans victoire, ils ont eu 1 mois et demi sans but, ce qui était assez bizarre vu le potentiel offensif de cette équipe, mais quand elle était inspirée, ça faisait vraiment mal, et j'ai vraiment envie d'insister parce qu'en revoyant les images, ça m'a bluffé. Yann Lachuer, qu'on a surtout connu à la JOC, je pense que pour la plupart dans l'imaginaire,
on associe Yann Lachuer à la GIA, mais le Yann Lachuer de Bastia qui formait un trio avec Pierre-Yves André et Frédéric Ney, c'était quelqu'un aussi. C'était vraiment un joueur déjà très intelligent pour faire la passe juste dans la transition rapide, sur coup de pied arrêté aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Alex, quand on dit je pense à Frédéric Ney, on pense forcément à un joueur, parce qu'il a incarné ce championnat de France à un moment donné, mais j'ai aussi envie de mettre finalement en avant sa complémentarité avec André et ce bon vieux Yann Lachuer. Et puis, il n'y a pas trop de suspense quant à voir Lachuer rejoindre Auxerre derrière et le bel Auxerre et devenir l'un des piliers, l'un des pourfendeurs de caviar pour Capot, pour Cissé, etc. Et notamment pour Cissé et leur complémentarité dont on avait parlé lors d'une précédente émission qui est retrouvable sur la chaîne de la Ligue. Il a toujours eu sa petite dizaine de passes décisives tous les ans, Yann Lachuer, et cette régularité-là, elle est pas forcément toujours mise en avant. Donc c'est cool que t'aies pu profiter de Frédéric Ney pour mettre la lumière sur tout le monde, quoi. Ouais, franchement, non mais moi c'est un attaquant qui était même qui avait une très belle cote à un moment donné. D'ailleurs c'est un peu bizarre que après André il n'a pas franchi le cap à Lyon, c'est ça le problème. Mais les deux partent parce que André, non mais je sais juste que pourquoi c'est lui qui a obtenu Lyon et André Nantes. En fait, les deux quand même partent pour le premier et le deuxième du championnat. C'est quand même pas mal. Ça prouve la valeur quand même du duo. Après les deux ont échoué malheureusement. Par contre, André a eu un retour à Bastia beaucoup plus concluant. Il reste jusqu'à la fin de sa carrière et il marque plusieurs buts importants. Tandis que Frédéric Ney, c'est malheureusement le début de la fin, quoi. C'est son prime absolu. Au bout, il y a l'équipe de France, il gagne la Coupe de Confédération, même s'il joue le pire match de la compétition contre l'Australie, qui était horrible. Mais au moins, il le joue. Au moins, il a une sélection. Mais c'est vrai il revient après à Bastia, mais c'est plus le même. Il revient, il marque sa meilleure saison, c'est 4 buts. Il fait 3 et 4. C'est vraiment, c'est un autre joueur. C'est vraiment son prime, hein. Il atteint plus jamais ce niveau. À Lyon, il joue les 6 premiers mois. Il commence titulaire à Lyon. Attention, il commence titulaire. Il joue même en Ligue des Champions. Il marque en Ligue des Champions. Et il se blesse très gravement en janvier et c'est fini. Il retrouvera plus jamais son niveau. Donc c'était quand même dommage parce que oui, c'était un joueur que tu l'as très bien dit, tu l'as très bien décrit. C'était un joueur complet. Il avait un peu de qualité dans tout et c'était un attaquant. Et c'est un attaquant comme on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. Vous avez cité Pagis, des joueurs comme Pagis, c'est des attaquants assez atypiques qu'on voit plus vraiment parce que c'était pas un monstre de vélocité. Il avait une bonne vitesse. Il était complet. C'était pas non plus le plus grand technicien, mais il pouvait dans des petits espaces se débrouiller. Il avait ce truc où tu sais qu'il allait faire le taf un peu partout. Mais tu sentais que Bastia, quand Ney est revenu, qu'il voulait absolument reformer un nouveau duo un peu sympa. Ils lui ont mis Florian Maurice, ça n'avait pas forcément marché. Ils avaient essayé aussi avec Lilian Lasland. T'avais Laurent Batles derrière à la place de Yann Lachuer, ça. Et malgré tout, Frédéric Ney, après, c'est vrai qu'il a un peu disparu. Hein. Il a un petit peu disparu, mais c'est vrai que voilà, quand il était à son prime, c'était vraiment un superbe joueur. C'est cool de s'en souvenir un petit peu. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, aujourd'hui, Frédéric Ney est dans le staff de l'équipe première de Bastia qui est remontée en seconde division. Donc, et les coachs adjoints, on pourra retrouver sa bonne bouille sur les terrains de Ligue 2 la saison prochaine. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai une petite question bête, hein. Peut-être que tu pourras m'enseigner, Adri. Quand j'avais regardé son Wikipédia, je comprends pas, il y a une photo de lui avec le maillot de Rennes, mais il a jamais joué à Rennes. Il a été dans le staff des attaquants rennais ? Ouais, c'est exactement ça. En fait, Frédéric Ney, il a toujours eu un rôle avant de s'installer comme adjoint d'entraîneur qui supervisait les attaquants, comme Lilian Lasland peut le faire au Girondins. Et il l'a fait à Bastia, il l'a fait en équipe de France féminine quand Echouafny y était. Et à Rennes aussi, il a eu ce rôle, je crois, pendant 1 ou 2 saisons. D'accord. Merci. Allez, on continue et on va terminer d'ailleurs cette émission avec le classique, le match de légende. On va revenir sur Nantes qui avait frappé très très fort d'entrée, qui avait annoncé la couleur assez rapidement dans ce championnat dès la 2e journée en explosant littéralement Monaco. Est-ce que tu peux nous raconter ça un petit peu plus en détail, Max ? Alors tu l'as dit, Alex, match de légende, mais plus match symbolique que véritable match de légende parce qu'on est sur la 2e journée de Ligue 1, c'est le tout début du championnat. Les dynamiques sont à l'exact opposé les unes des autres. Monaco vient de terminer champion de France, Nantes a terminé 12e. On est au tout début du championnat, donc on est loin de la grosse équipe nantaise qu'on verra sur les semaines suivantes. Et puis surtout, Nantes n'a plus gagné en championnat face à Monaco depuis quasiment 10 ans, depuis 93.
Donc on ne s'attend pas, si tu veux, à un énorme match de la part des Nantais, et c'est symbolisé par cette ouverture du score de Shabani Nonda. Là, on le voit, on le voit bourreau de puissance, Shabani Nonda. Ah, la puissance de Nonda, quoi, c'est assez incroyable, quoi. Merci Pierre Fanfan, merci beaucoup de nous avoir privé de ce joueur incroyable. C'est clair. Voilà, lancé en profondeur, Shabani Nonda qui, alors, Louis II en fusion, hein. À l'époque, c'était l'été, donc il y avait beaucoup de touristes. Et effectivement, quand on voit ce début de match monégasque, on se dit que on s'attend au final à la partie de plaisir auquel on est venu assister. Et puis pas du tout, parce qu'on va vite se rendre compte sur les images, merci à Maury, que derrière, égalisation nantaise, gros service d'Éric Carrière pour Olivier Monterrubio, qui vient planter Porato pour la première fois et pas la dernière du match. Et là, on voit, si tu veux, un petit peu les prémices du jeu à la nantaise et de la complicité qu'on reverra derrière entre Carrière et Monterrubio tout au long de la saison. Et puis la première période va pas s'arrêter là. Dans la foulée, 10 minutes plus tard, c'est Frédéric Darocha qui va inscrire le second but. Alors on peut le voir, c'est Peggy 16 ce qu'il va faire sur Contreras. Voilà, Contreras, oh là là, tu vois, il est parti dans le zig et l'autre dans le zag, etc. La lucarne est incroyable. Violent ce but. D'ailleurs, Contreras sortira à la mi-temps. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Un petit mal de dos peut-être. Et Porato dans les buts. Il y a sans doute la cuisse qui a fait un peu mal. Il a oublié de faire Porato encore dans les bons coups. Porato, Revaud, Tréviso, ils sont toujours, dès qu'il y a un but, ils sont là. Ils sont pas cherchés, ils sont dans le coin. C'est terrible. Hein. Et on va surtout le voir juste Porato, après. hein, c'est incroyable. Ah, Porato, ouais. Et ce qui est fou, c'est, je pense, le but qui représente le plus le match, c'est celui-ci, c'est le 3-1. C'est sur le coup d'envoi. Et Frédéric Darocha va trouver Monterrubio tout seul, absolument seul, à l'entrée de la petite surface. Il va encore fusiller Porato, qui pour le coup peut pas faire grand-chose sur tout ce qu'il encaisse. Et là, après un gros quart d'heure de jeu, Nantes, le petit Nantes qui mène 3-1 sur la pelouse du champion en titre, on se dit que l'après-midi ensoleillé à Monaco est peut-être pas celle qu'on espérait. Et c'est pas fini, parce qu'à la 30e minute, Stéphane Ziani, on va le voir sur une transition rapide, une perte de balle au milieu de terrain, Stéphane Ziani va se retrouver en position de frappe côté gauche. Et puis encore une fois, 4 tirs, 4 buts, ça fait mouche. Grosse efficacité côté nantaise, on va pas se mentir, mais malgré tout, on voit déjà là les prémices de ce que sera la deuxième partie de saison, un petit peu de tout ce que tu as dit un peu, Adri, c'est-à-dire la capacité à donner le ballon aux copains au bon moment, la capacité à être intransigeant offensivement et à marquer quand il fallait marquer, et la capacité à tuer son adversaire quand il fallait le tuer. Alors la seconde période, elle sera plus anecdotique. Il y a une immense bronca à la mi-temps à Louis II. Oui, elle devait être énorme, effectivement. La furia de Louis II, quoi. La furia de. Oui, il y a eu envahissement. Non, c'était une folie. On n'avait jamais vu ça sur tout le rocher. À la Bombonera, t'as le Louis II. et à la mi-temps. À la mi-temps, deux changements tout de suite. Contreras et Marquez reviendront pas sur la pelouse, et justement Nicolas Bonal, le jeune Nicolas Bonal rentrera. C'est lui qui vient de marquer le but qu'on a vu. Et à 4-2, eh bien, le match se rééquilibre un peu. Monaco est quand même piqué, vexé. Le champion en titre qui se fait désosser comme ça chez lui, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai. C'est assez incroyable. Et dans les faits, alors je sais pas si on va le voir, mais à 10 minutes de la fin, alors que ça fait toujours 4-2, alors là je crois que c'est le dernier but, mais à 10 minutes de la fin, Marco Simone rate une occasion. Darocha, c'était prime Lionel Messi sur ce match, en fait. Depuis tout à l'heure, je le vois, c'est que des petits crochets courts, boum, boum, boum. Ah, mais là, c'est Mario, sur ce match-là. C'est incroyable. Et on en parlait tout à l'heure de Salomon Lembe. Il crève l'écran. Crève l'écran sur ce match-là. Voilà, c'est du Salomon Lembe dans la percussion. Alors le pauvre Nicolas Bonal, c'est pareil, il va rester un petit peu sur la pelouse, sur le coup de rein d'Olembe, qui viendra encore allumer pour la 5e fois du match pour Atto. Et là, voilà, à 10 minutes de la fin, la messe est dite. Et même si Nantes ne va pas forcément capitaliser sur ce succès-là, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'était pas, ça fait partie du début de saison chaotique.
Ouais. bah, ça va sacrément plomber Monaco d'un côté, et puis ça va sans doute, malgré tout, mettre des bases, non pas en termes de points forcément dans les matchs qui suivent, mais en termes de jeu et en termes de capacité à pouvoir taper n'importe qui à l'oreille des Nantais qui auront la saison qu'on a dite tout à l'heure par la suite. Et d'ailleurs, je crois qu'au retour, ils mettent 3-0 à Monaco, je crois, à la Beaujoire. Un truc comme ça. J'ai pas les résultats exacts, mais je vais dire ça tout de suite. En tout cas, ils en passent 3 parce que je crois qu'ils leur en mettent 8 sur les 2 matchs. Donc en plus, bah voilà, c'était les 3-1. Donc 8 buts en 2 matchs. Je pense que voilà, ils ont bien chicoté le champion en titre. Ils ont fait un passage de couronne assez sympathique. Mais ouais, non, franchement, c'était un match avec des joueurs qui ont crevé l'écran. Olembe, c'est vraiment la saison de sa révélation. En plus, toi, bah, vous l'avez reçu à Marseille après. Bon, c'était plus forcément le même joueur. C'était moins la révélation. C'était moins la révélation, mais ouais, c'était un match qui promettait beaucoup, mais tu l'as dit, juste après, ça gagnait pas à domicile, il y avait une malédiction à domicile, c'était compliqué, et on pensait que ça allait être le début de belles choses, ça l'a été, mais des mois plus tard. Ça marque presque plus vraiment la claque pour ce Monaco-là, qui est en fin de liste, que vraiment le début de vraiment dynamique. D'un Nantes qui écrase tout. C'est vraiment sur la seconde partie de saison où ils sont très très forts. Mais c'est vrai que quand même sur ce match, tu as beaucoup de prémices qui sont intéressantes. C'est vrai que le prime Messi de Darocha là, qui est assez bluffant, et on retrouve finalement en fait cette espèce d'enthousiasme offensif qu'on a pu décrire en première partie d'émission, à savoir une équipe qui pouvait faire mal à l'adversaire dans de nombreux compartiments du jeu, sur beaucoup de zones du terrain. Et on l'a dit, voilà, Salomon Olembe dans un autre style que Darocha par exemple. Alors ce but de Darocha, il est assez incroyable. Je pense qu'on l'avait pas mis dans le de Contreras. Ouais. Je pense qu'on l'avait pas mis dans le top but pour pas que ce soit redondant, mais pour le coup, il est quand même assez incroyable, hein, vraiment. Mais Darocha, c'était typiquement le bon joueur de Ligue 1 qui a fourni plusieurs bonnes saisons de très bon niveau, mais qui n'a jamais eu sa chance au niveau international. Même il n'était pas dans les discussions ou autres. Après, il était dans une génération où devant c'était compliqué de s'imposer en équipe de France entre les Cissé, Trezeguet, Henry ou autres Viltord. Mais je pense dans une autre époque, il aurait peut-être pu avoir une chance internationale parce c'était vraiment un bon joueur de Ligue 1. Vas-y, je t'en prie, Adrien. Non, mais c'est comme Pagis, on l'a évoqué, ça fait partie de ces joueurs-là qui auraient mérité au moins une sélection. Frédéric Ney l'a eu, ça fait partie de ces joueurs qui auraient dû au moins. Et là, le petit souci, Savidan l'a eu, oui, Franck Jurietti l'a eu, Marc Lanus l'a eu, tu vois, ça fait partie. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un moment donné. Grenet a eu une sélection ? Ouais. Oh, j'avais complètement oublié. Bah là, je ne remets pas sa tête, c'est pour te dire à quel point je l'ai oublié. Mais à l'époque, il y avait l'équipe de France A'. Ah oui, c'est vrai. Alors, les joueurs n'étaient pas super chauds d'y aller parce que ça faisait vraiment la cinquième roue du carrosse. Ouais, vraiment, c'était une grande tape dans le dos. Allez, tiens, tu vas aller jouer un match pour l'équipe de France, mais c'est pas la vraie équipe de France. Mais tous ces joueurs-là ont été plus ou moins dans la discussion à un moment donné. Et c'est vrai que, médiatiquement parlant, peut-être qu'aussi le fait de ne jouer qu'à Nantes a un peu desservi ces profils-là par rapport à d'autres. Et puis, il faut pas oublier qu'à l'époque, tu l'avais dit en début d'émission, Samy, Euro 2000. C'est-à-dire qu'on ne touche pas, ou quasiment pas, à ceux qui viennent d'être champions d'Europe. C'est impossible. C'est vrai. C'était une époque compliquée pour se faire sa place en équipe de France. Les places étaient très chères. Mais André, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du duo. André a une sélection en A'. Voilà, par exemple. Ouais. Très juste. Non, mais c'est vrai que la sélection A', bon, ouais, en fait, c'était sympa parce que du coup, ça mettait un petit peu en valeur les joueurs de Ligue 1 qu'on aimait bien, mais qui n'avaient pas forcément le niveau pour les A, quoi. Et puis, il n'y avait pas de vraie compétition, on n'était pas, au final, ça savait pas grand-chose, quoi. On regardait pas de match de la sélection A'. C'était plaisant de les voir avec le maillot d'équipe de France. Ouais, on a vu des joueurs qui méritaient, on a vu Sibierski, on a vu André, c'était des joueurs qu'on voulait voir quand même avec la tunique bleue. Après, c'est vrai que les matchs étaient horribles. Je me rappelle d'une confrontation contre le Mali, il me semble, qui était horrible. Contre la Slovaquie aussi, où c'était pas ouf. Ah ouais, là, niveau automatique, c'était compliqué. Mais au moins, on voyait des joueurs qu'on n'aurait jamais vus avec la tunique bleue. Donc, en tout cas, moi, je trouvais ça satisfaisant parfois. Ouais, j'ai noté quelques noms de cette époque qui ont fait l'équipe B. Il y a Ousmane Dabo, Philippe Christenval qui a aussi fait les A, Sylvain Levinsky, David Sommeil, Frédéric Canouté avant de passer au Mali, tu vois.
Ouais, c'est vrai Canouté à Lyon, ouais, effectivement. Ouais, hein, c'était fou. Bah, c'est quand Gros même pas des espoir noms. Canouté à la base. Hein. Ouais, c'est pas des ouais, noms, bah oui. c'est pas des noms trop cracra quand même. Hein, c'est des noms sympathiques quand même. Il y a certains joueurs, Dabo, Canouté, il y a des petites carrières derrière quand même. Hein. Mais bon, après, ouais, c'est sûr que d'un côté, t'es content de porter le maillot bleu, d'un autre côté, bon, tu te dis, bon, c'est peut-être un peu la loose, quoi. Je veux dire, je suis international à prime. Mince, moi, il y a un truc en trop. C'est ça. Bon, les gars, je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui pour partager ce moment avec nous. C'était un plaisir. J'espère que c'en était de même pour vous. Merci, messieurs, pour vos chroniques et pour ces petites gifles de nostalgie. C'est toujours un plaisir. Bah, écoute, merci beaucoup, Merci à Alex. Un plaisir comme toujours. C'est ça. Le week-end commence bien. Ah, Ouais, C'est ça. Ah bah, Ça ce, me vient soir, pas à la tête. ce soir, je vais rêver de Cédric Mionnet et de Nicolas Saki. C'est la vie qu'on a choisi de mener. Pensez à mettre un petit follow avant de partir si vous ne voulez pas manquer les prochaines émissions de cette chaîne. D'ailleurs, la prochaine, c'est cet après-midi. On enchaîne grosse journée sur la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats avec un gros pass D à 17h30 avec donc Rivendi, Joe Space, bien sûr, comme d'hab, mais aussi avec Kanto et moi-même. Donc, grosse émission. Ça va être très très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas. Passez tous un très très bon week-end et à très bientôt. Ciao. Bon week-end à tous. Salut.